Bonsoir messieurs, dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Flavien. Bonsoir. Est-ce que tu as déjà eu le sentiment qu'on était dans une simulation? De plus en plus chaque jour. C'est un peu étrange. T'as pas l'impression que les journées se répètent Si, tout à fait. Je me demande si le contexte aide, ou si c'est juste la situation de vie un peu minable, quoi. En région parisienne, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'on est dans une boucle, avec la grisaille tous les jours depuis un an. L'impression qu'il n'y a pas d'été. Ce sont les prémices de la simulation, messieurs. Donc on va parler ce soir de Matrix, la trilogie Matrix. Flavien, tu es un grand amateur, un grand expert. Grand amateur et grand expert, je crois que je cumule les deux sur la trilogie Matrix. Par quoi tu veux commencer? Tes souvenirs? Ton analyse de la saga Matrix? Ah, c'est une bonne question ça. Déjà on peut revenir sur le premier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ton premier souvenir de Matrix? La première fois que t'as entendu parler de Matrix, même le mot et tout. La première fois c'était à Singapour, je me rappelle. C'est vrai que t'as une vie extraordinaire. Eh oui. Singapour, c'est pas grave. C'était en 1999 si je ne m'abuse, je vivais à Singapour. Et j'ai le souvenir vraiment des posters de Matrix. Et j'adorais le titre. Tu sais, j'avais 13 ans. Et la typo, rien que la typo ça m'intriguait. Mais malheureusement j'étais un peu trop jeune. Donc moi je suis passé à côté de la sortie cinéma. D'accord. Et je l'avais vu en DVD pas longtemps après. Et d'ailleurs moi ce qui m'a marqué énormément c'est la musique du DVD. Ouais, bien sûr. T'as un thème sur le menu qui n'est pas présent dans le film. Tout à fait. Et que je trouve absolument génial et malheureusement ils ne l'ont jamais incorporé. Je crois qu'il est même pas dans les suites. Ah, c'est possible, peut-être qu'il est dans un CD Extended Music, j'en sais rien. Mais d'ailleurs ça rappelle tous ces gens comme moi par exemple qui se sont endormis sur le DVD et qui du coup avaient la musique en boucle. Qui repassait dans le menu pendant toute la nuit, puis tu te réveilles le matin, tu te demandes pourquoi tu l'as dans la tête. J'adore ce thème, d'ailleurs je l'avais utilisé dans la rétrospective Metal Gear Solid. Ah, d'ailleurs peut-être qu'on parlera de petits liens entre Metal Gear Solid et Matrix, parce que moi j'ai toujours vu beaucoup de ressemblances entre les deux. On pourra en parler absolument. Magnifique. Toi, quel est ton premier souvenir avec The Matrix? Est-ce que tu l'as vu au cinéma? Alors je l'ai vu au cinéma, ouais. Et je vais expliquer parce qu'il y a toute une anecdote. Matrix, j'avais vu les images en famille pendant un repas, parce que pendant un JT, je sais plus quel JT, je sais plus quelle chaîne, ils ont passé la bande-annonce de Matrix. Alors il y a ce film-là qui va sortir aux États-Unis, parce qu'il sortait quelques mois avant aux États-Unis qu'en France, et vous allez voir, ça va être génial. Et les images étaient dingues. C'est en mode, mais on n'a jamais vu un truc comme ça, ouais, c'est génial. Tu sais, quand on était gamin, on était fan de Terminator, des choses comme ça. Ça ressemblait à ça. Du cinéma d'ambition, c'est spectaculaire. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, j'ai un cousin qui l'a vu, bien avant moi. Il était sorti au ciné, je crois, en juin, un truc comme ça, juin 99. Et donc mon cousin l'a vu et me vendait. Il n'avait rien compris au film, on était très jeunes. Mais par contre, il me vendait un truc de fou. Et du coup, le jour de mon anniversaire, en plein milieu de l'été 1999, le jour de mes, je ne dirai pas l'âge, j'ai eu la chance d'aller voir le film Matrix dans une salle du Sud, en VF. C'était très agréable. C'est vrai que c'était en été parce que j'ai un vieux souvenir qui me revient. Ouais. J'étais à mon cul. Évidemment, comme tu t'y rends souvent. J'étais à mon cul, voilà, c'est... Mon père nous avait dit on va passer nos vacances à mon cul les enfants. Et on est allé voir Didier au cinéma. Ah, t'as vu Didier à mon cul? J'ai vu Didier à mon cul, ou alors vraiment dans un truc environnant, dans un cinéma pitoyable, où on était sur des chaises. Tu sais les pupitres que t'as en classe. Tout à fait. On était très mal assis, et je me rappelle très bien que moi, le film qui me donnait envie, c'était pas Didier de Chabat, c'était Matrix. The Matrix. Il s'appelait juste Matrix chez nous. C'est vrai. The Matrix, c'est en VO. Et donc ça t'a marqué ce premier film, ce premier visionnage? Bah même plus que marqué, je vais dire un truc ridicule, mais bon ce serait pas le premier ni le dernier que je dirais sur cette chaîne, c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Ah c'est carrément ça? C'est Matrix, pile, en fait c'est le moment où dans la scène d'intro de Matrix, Trinity saute, et puis d'un seul coup on sait pas pourquoi, le temps s'arrête et la caméra se met à tourner. Et du coup l'impact de coup de pied est 10 fois plus puissant, et là il se passe quelque chose en fait. J'adorais le cinéma depuis gamin, comme plein de gens, etc. Mais j'avais jamais réfléchi à la question de comment on fabrique ça. Ouais. C'est quoi les secrets derrière? Pourquoi certaines choses font un effet, certaines choses font pas d'effet? Et surtout, j'avais jamais vu ça. Je crois qu'on avait quasiment jamais vu ça, à part dans les clips et dans la pub. Il y a des plans qu'on n'avait jamais vus. Voilà, du jamais vu. L'utilisation d'autant de caméras juste pour tourner autour de Neo sur l'effet bullet time. Là. Tout à fait, ouais. Il y avait ça dans le clip, quoi. Il y avait des clips de Michel Gondry, des pubs pour Levi's, des choses comme ça. Mais c'était très très local. Et là, au cinéma, on avait en plus, parce que c'est ça qui est génial avec Matrix, et on va le développer pendant cette vidéo, restez dans cette vidéo. Dans Matrix, ce qui est génial, c'est que les effets, ils sont liés à ce que ça raconte. C'est-à-dire que quand dans une pub Levi's, la caméra se met à tourner autour des gens qui font la fête en bullet time, ça veut rien dire, c'est juste de la mise en valeur, de la stylisation. Mais dans Matrix, quand la caméra se met à ralentir, à tourner tout autour, c'est parce que le héros se concentre très fort pour ralentir le temps et bloquer le système. Du coup, tout est lié. Les meilleurs films, de toute manière, c'est quand ils lient leur technologie avec ce qu'ils racontent. Oui, puis ça fait vraiment une séparation nette entre le vrai monde et la matrice. Tout à fait.
Ah bien sûr, c'est vachement bien incorporé. Est-ce que tu avais, je fais une petite parenthèse mais sans rapport avec Matrix, Oui. Est-ce que tu as écouté la vidéo de Will Smith? La vidéo de Will Smith où il raconte son casting, c'est ça oui, j'avais vu ça quand il est sorti sur sa chaîne YouTube. C'est génial parce qu'il te raconte que les Wachowski, ils ressemblaient à deux branleurs à l'époque qui te vendent le truc. Parce que le film est super ambitieux. Quand tu le vois, tu te dis, t'as forcément des mecs qui ont pitché le truc en étant extrêmement précis. Mais les mecs se sont ramenés et quand tu vois deux branleurs pareils, qui ont jamais fait rien avant, tu te dis ça sent mauvais quand même parce que je suis comme Will Smith, j'ai fait Man in Black les mecs. Là, il était en montée de sève là, il préfère aller tourner avec des grands cinéastes comme Barry Sonnenfeld. Non mais c'est hallucinant. Non, il a fait Wild Wild West. Ouais, ah ça c'est sûr. C'est ça. À la place de Matrix. C'est ça. On est dans un univers où on a donc Keanu Reeves et Laurence Fishburne dans Matrix. À la base c'était Will Smith et Val Kilmer. Je vous laisse essayer d'imaginer à quoi ressemblait le film. Mais finalement il regrette pas parce que c'est clair que Keanu Reeves, Laurence Fishburne, tu peux pas imaginer d'autres protagonistes, d'autres acteurs, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas ça qui fait que Matrix est Matrix aussi? C'est qu'on peut rien imaginer d'autre dans le film. C'est-à-dire que tu vois cette musique dont on va parler, je pense, pendant toute la vidéo, est-ce que tu imagines un autre thème, d'autres musiques, d'autres instrumentalisations pour Matrix? Ça colle au film et à l'esthétique comme ça. Il y a une chose, et ça je me suis fait 10 000 fois la réflexion, mais je reviens à ce que je dis au départ sur la musique du DVD, du menu DVD. Ouais. Je sais pas si c'est la même musique maintenant sur les Blu-ray, j'en sais rien, j'ai pas le Blu-ray. Ouais. Je parle vraiment de la musique qu'il y avait sur le DVD à l'époque, les gars. Attention. Cette musique-là, moi je l'aurais totalement vue quand Neo et Trinity, ils arrivent à la fin avec tous les guns, tu sais. Ouais. C'est à ce moment-là j'aurais mis cette musique. Alors qu'à la place, on a littéralement une imitation de la musique de T2. Ouais. Elle est bien aussi, elle est bien. Mais ça vaut pas cette musique qu'il y a sur le menu. Ah, je te comprends. Mais si tu veux que je fasse des petites critiques. Hein. Mais tu as bien raison, on va critiquer de toute manière. Moi, je trouve que c'est pas des films parfaits, c'est juste parmi des films les plus incroyables et ambitieux que j'ai pu voir. Le premier, à la limite, si tu veux, j'ai peut-être quelques critiques à formuler, mais le 2 et le 3, par contre, on va y aller. Ah, on va y aller. Non, mais on va le dire tout de suite. Je suis fou du 2 et du 3. T'es un fan plus que le premier. T'es un fan de la trilogie globalement. Je suis un fan de la trilogie, je suis fan du projet narratif. Mais il va être extrêmement important de rappeler que le premier est un classique absolu. Je veux qu'on mette un truc au clair, par contre. Vas-y, on va le mettre tout de suite parce que sinon... Hein... Est-ce que vraiment, selon toi, c'était prévu dès le départ pour être une trilogie? Oui, à 100%. T'es sûr? 100 000%? 100 000%. Ça veut pas dire qu'ils auraient existé quoi qu'il se passe, parce qu'on se souvient qu'il y a des anecdotes que si jamais ils faisaient le premier, ils pourraient négocier le 2 et 3 en direct ou vidéo, parce que personne s'attendait à ce que Matrix devienne le phénomène Matrix. Mais oui, ils ont toujours eu... En fait, le problème, c'est que Matrix, c'était une idée pour un comics à la base, et parce qu'ils étaient payés pour écrire des comics et participer à des comics au début des années 90, et c'est une idée qu'ils ont eue, et le problème, c'est que quand ils ont eu cette idée, tout s'est déroulé extrêmement vite, et ils ont... développer un lore, une mythologie, des idées, des choses qui ne pouvaient pas tenir en un seul film. Surtout que le projet narratif du film, dans le premier film, c'est juste te faire réaliser quelque chose. C'est que dans le 2 et le 3 que ça va très loin dans la thématique. Je te demande ça parce que je vais essayer de vous faire réfléchir sur un truc. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps en fait en revoyant la trilogie. Ouais. Le premier Matrix, il est construit comme énormément de films. Tout à fait. Mais qui n'ont rien à voir d'ailleurs, pas forcément des films de science-fiction. Et je trouve que les suites prennent des risques qu'on n'a quasiment jamais vus dans une trilogie. C'est-à-dire qu'en fait, la fin de Matrix, ça fait que le film se suffit à lui-même, c'est la happy end, tout va bien. Et en fait, ce qui correspond, si je prenais par exemple une comédie romantique, tout à fait. Tu sais, où t'as un couple qui galère et à la fin ça finit bien pour eux, en général, et ça vous pouvez prendre je sais pas combien de films, les films ça se termine là où c'est censé devenir compliqué et intéressant. T'es souvent dans les films, t'as un couple à la fin ils se mettent ensemble, et c'est le classique des Disney, c'est et les vécurent heureux et avoir beaucoup d'enfants. Tout à fait. Sauf qu'on sait pas pour les instances de divorce, le moment où le prince a trompé la princesse, enfin toutes les galères qu'il y a dans la vraie vie quoi. C'est ça, et je trouve que Matrix 2 et 3 prennent le risque de montrer cette réalité. Tout à fait. C'est ça qui est très compliqué, et c'est peut-être pour ça qu'on a tous autant de problèmes, enfin on est nombreux à avoir des problèmes avec le 2 et le 3, c'est qu'ils te présentent des choses qu'on voit rarement dans des films parce que personne prend le risque. Quand t'as des suites, si on prend Terminator 2 ou plein d'autres suites, on te fait un remake du premier. Tout à fait. En plus gros, plus de budget, mieux fait, avec plus les mêmes émotions des fois. Mais finalement, c'est les mêmes enjeux et c'est la même finalité, c'est qu'à la fin, ça finit bien. Exactement. Mais on part pas d'un truc, parce que là, on parle quand même de Neo. C'est l'élu. C'est le mec qui a pété la matrice, c'est le héros, la méga pienne, tout va bien. Sauf qu'en fait, le 2 et le 3 te présentent une longue déchéance et un sacrifice total du personnage. Et une déconstruction du principe même de l'élu, du principe même de la matrice, principe même de la prophétie et tous les systèmes de croyance en fait. C'est ça. Pas du tout dans le premier. Et c'est très dur en fait à prendre dans la gueule. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais accepté, surtout avec Revolutions. Ouais.
C'est un truc qu'on voit jamais, si vous réfléchissez bien. Et même, tu vois, dans la construction d'une trilogie, si tu prends les Star Wars, le premier Star Wars se finit pas bien. Je te parle d'Un Nouvel Espoir. Ça se finit pas bien. Il finit avec un espoir au moins. C'est comme Matrix en fait. Mais ça finit mal. C'est-à-dire qu'Obi-Wan se fait péter par Dark Vador. Tout à fait. Oui, t'as un léger espoir si tu veux, mais ça finit pas très bien. C'est pas la méga happy end où finalement t'as un héros qui est indestructible, c'est pas Superman qui est triomphant, ou c'est pas le couple qui finit heureux avec des gosses et tout va bien après, et on t'explique jamais ce qui se passe, les divorces et tout, comme tu le disais, tu vois. Matrix 2 et 3 prennent ce risque, et je pense que c'est ça qui fait qu'on a, moi en tout cas, que j'ai autant de mal et qu'autant de gens ont du mal avec cette trilogie. Tout à fait, et tu mets le doigt sur quelque chose qui est très important et qui fait que la trilogie pour moi a autant de valeur, c'est que le premier est un film qui cherche donc à te faire réaliser quelque chose, te donner l'espoir, d'où la fin ouverte, et c'est maintenant tu fais ce que tu veux de ton monde. Matrix 2 et 3 prennent des chemins qui sont extrêmement violents pour le spectateur, et qui t'expliquent que tout ce que tu pensais avoir compris n'est absolument pas vrai, que ta pensée, ton être et ta transcendance ne peuvent pas se résumer à une histoire aussi simple qu'une prophétie ou un programme attendu, et que de toute manière, s'il y a des systèmes de contrôle, c'est qu'il y a des gens derrière ces systèmes de contrôle. C'est ça, et ça met extrêmement mal à l'aise. Tout à fait, et surtout quand on coupe le film en deux, parce que Matrix 2 et 3 sont un seul film coupé au milieu, et la manière dont on coupe Reloaded, dont il s'arrête, normalement c'est pour te laisser, mais sur le trottoir. Si t'es fan du premier, logiquement tu es complètement mindfucké. Sans compter qu'en plus, alors ça, il y a peut-être des gens qui se sont arrêtés à la trilogie, mais faut pas oublier qu'un truc, c'est que non seulement les Wachowski à l'époque, ils te font le 2 et le 3 back-to-back, mais en plus ils font Enter the Matrix, le jeu vidéo avec des cutscenes inédites, et t'as surtout Animatrix. Et si tu mates pas Animatrix, il y a plein de choses que tu percutes pas dans la trilogie. Surtout dans le 2 et le 3, parce que le 2 et le 3, c'est un récit épique. Ce n'est pas le premier. Le premier film a des moments épiques, évidemment, c'est un grand film d'action et de science-fiction, mais ce n'est pas un récit épique. C'est un récit d'empowerment, quoi. À la fin du film... C'est ça. Alors que le 2 et 3, c'est un vrai récit épique tragique. Et qui, du coup, a beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de concepts, beaucoup plus d'ambiguïté aussi. C'est-à-dire, on va donner un exemple tout simple, qui est que Morpheus, c'est le mentor. Dans le 2 et le 3, il se fait démonter la gueule psychiquement, et on lui démonte absolument toute sa spiritualité. Mais tout le monde s'en prend plein la gueule dans les héros qu'on présente à la fin du premier. Tout à fait. D'où ma question, tu vois, est-ce que c'était vraiment prévu pour être une trilogie? Parce que tu vois, moi je pense que l'erreur qu'ils ont faite sur cette trilogie globalement, et finalement c'est pas tellement la faute du 2 et du 3, c'est la construction de la fin du 1. C'est finir là-dessus, tu vois, sur la méga tienne, tout va bien, on a tout pété. Ouais, mais ils auraient dû laisser une grosse porte de sortie pour t'amener au fait que ça va mal se passer dans les suites. Il y a quand même quelques petits indices, et je trouve, mais qui sont des indices qui prennent leur sens a posteriori, qui est que le premier film se finit dans la matrice. Donc déjà, le truc s'appelle Matrix, on parle d'une simulation virtuelle, et on parle d'une guerre contre les machines, donc d'un récit d'émancipation et de libération. Le premier film finit dans la Matrix. Peu importe que Neo soit devenu un dieu, il vole, machin, non, vraiment, il va pas voler. Et de deux, les machines sont toujours là, et il y a toujours la guerre. C'est juste qu'on t'ouvre sur la guerre peut se terminer parce que maintenant, le pouvoir est en nous. Le 2 et 3 vont vraiment dans le vif du sujet, en mode voilà à quoi ça ressemble quand c'est la guerre. Non mais c'est ça, et c'est ça qui est intéressant, voilà. Ah, bien sûr. C'est comme, je sais pas, vous prenez n'importe quelle comédie romantique, où tout va bien, ou vous prenez un Disney, tiens, vous prenez un Walt Disney, vous prenez Aladdin, et dans le 2 et le 3, tu retrouves Jasmine et Aladdin 10 ans plus tard, avec des gosses, divorce, Jasmine trompe Aladdin, ou Aladdin trompe Jasmine. C'est toujours comme ça que ça se passe. Tout le monde vivrait très mal cette trilogie. Ouais, comme trahison. Mais après, les gens se disent attendez, on passe d'un conte de fées à ça, c'est pas possible. Là où je te rejoins, mais où je pense que je sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas c'était un pari, qui est qu'on parlait de Star Wars tout à l'heure. Le premier Star Wars a une fin ouverte, mais c'est relativement une victoire des héros, même s'il y a toujours la guerre. Et l'Empire contre-attaque te déconstruit tout ça, en te disant que Dark Vador, donc le grand méchant, est en fait le père du héros, que tout ça est beaucoup plus compliqué. Luke passe le film à se planter, jusqu'à mettre les gens dans la merde, etc. Du coup, l'Empire contre-attaque te laisse à la fin. Han Solo s'est fait est dans la carbonite, etc. Tu es dans le moment le plus sombre. Sauf que le retour du Jedi revient sur les rails d'un truc extrêmement heureux et termine de manière orgiaque et vraiment happy end Disney pour le coup. Matrix 3, c'est pas le cas. Mais c'est ça qui est fou parce que le Seigneur des Anneaux, c'est pareil, tu vois, c'est un petit peu l'archétype de la construction d'une trilogie. Il y a tellement de gens qui s'en sont inspirés. Le Seigneur des Anneaux, il y a plein de trucs qui se passent mal. Le 1 finit mal, le 2 finit mal, le 3, t'as un truc qui ressemble à un happy end. Bon après, c'est quand même
Il est mélancolique. C'est bittersweet, tu vois. Exactement. T'as quand même Frodon qui prend cher, tu sais qu'il va jamais se remettre de ses blessures. Le parcours du héros classique, il a forcément perdu quelque chose. Il y a toujours un sous-texte extrêmement triste, comme tu dis, bittersweet. Tu vois, il y a vraiment que pour Sam que ça finit plutôt très bien. Ouais. Et je veux dire, même Aragorn, si tu fais la connerie de lire les appendices, tu sais qu'il va crever. Il va crever. C'est ça qui est terrible. Les gens vont se plaindre de ses politiques foncières et taxières. Enfin, il y a un gros problème. Attends, comment elle s'appelle sa femme? C'est Arwen. Et Arwen, du coup, va rester elfe et vivante et elle assiste à l'enterrement de son mari. Tout à fait. Mais on va dire que globalement, ça finit plutôt bien. Matrix 3, c'est hyper glauque. Moi, je vais te dire, je vais parler du 2 après. Vas-y. Mais tu veux parler du 3 parce que Revolution, je sens qu'il t'apprend là. Parce que le 3 m'a choqué. Le 3, je l'ai vécu comme une putain de trahison. Ouais. Je me rappelle, mais après j'étais adolescent. Ouais. Surtout après le 2. Faut qu'on parle de ça aussi, de la distance de 6 mois entre le 2 et le 3 qui a rendu la planète complètement dingue. De toutes les théories qu'il y a eu, bien sûr. Mais j'ai un souvenir très précis du 3. Pour le coup, le 2 et le 3, je les ai vus au cinéma. Ouais. J'ai vu Revolutions au Grand Rex. Ouais. Avec une salle en délire, on était tous à fond. Et je me souviens que quand... Et là, je suis désolé, on spoil, hein, vous êtes censé avoir vu la trilogie. Ah oui, spoiler. Allez voir Matrix si vous l'avez pas vu, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Mais tu vois, quand l'agent Smith prend possession de Neo à la fin, qu'il se laisse faire, même si finalement, voilà, c'était inévitable comme il dit, que c'est ce qui permet le reboot, tout ce que tu veux, je l'ai eu là, tu vois. Ouais, on a tous ressenti ça. C'est-à-dire que Neo... dans le Matrix 2 et 3 se retrouve dans la grande aventure du choix, on va l'appeler ça comme ça pourrait être le sous-titre des films, c'est que ça parle du paradoxe du choix, donc du déterminisme, des enjeux, de ce qu'on a au fond de nous, etc. Et la fin de Matrix, la solution à Matrix, c'est un renoncement et une dissolution de l'ego. Ouais. C'est-à-dire qu'il renonce et on se laisse complètement envahir. Et puis ça, effectivement, c'est très violent pour le public. Et attends, parce qu'il n'y a pas que ça a été précédé de Neo qui est aveuglé par l'agent Smith du monde réel, là, qui a pris possession... Tout à fait, notre beau héros tout classe dans le monde réel, il se fait cramer les yeux, t'as tout qui suinte et tout, tu sais, le liquide blanc qui sort des pupilles, magnifique. C'est horrible. Ouais. Trinity, elle crève dans sa scène de merde. La scène. Non, cette scène est pour moi, elle est catastrophique. Non, elle dure un quart d'heure. Mais elle est très belle. Je n'accepte pas le traitement de Trinity. Alors vraiment, tu sais, le dialogue qui m'a jamais quitté, c'est les bots. Bien sûr, les bots. C'est les bots. C'est un gag. J'ai mis 10 minutes en film. C'est un gag. Le problème, c'est leur mise en scène. C'est-à-dire que James Cameron, il fait ce genre de dialogue, sauf qu'il y a le mouvement de caméra qui te fait comprendre que c'est un peu léger. Là, quand Trinity dit ça, c'est traité au même niveau que pendant tout le film, donc t'as l'impression que c'est sinistre, mais c'est une vanne. En termes de catastrophe des pires morts dans l'histoire du cinéma, je crois qu'en quasiment tout le monde mettra Marion Cotillard dans Dark Knight Rises. Et je crois qu'en 2, beaucoup de gens mettraient Trinity dans Matrix 3. Et ça me fait beaucoup de peine, il faut que tu le saches. Je la trouve très triste cette fin. C'est dur de passer de Matrix 1 à ça, tu vois. Mais parce que elle est Marisou dans Matrix 1, elle est complètement invincible, Trinity. Mais tu vois, c'est comme s'il n'y avait pas eu de suite à la mort de Superman en comics. Ouais. Tu vois, derrière, t'as A World Without Superman et t'as The Return of Superman. Bien sûr. Là, on a Matrix 3 et c'est tout. Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est que ça finit sur l'illumination, et ce qui est beau dans la fin de Matrix 3, c'est que Neo, en faisant ce sacrifice, dissémine son code partout dans la matrice, du coup on est tous un peu Neo, donc c'est la vraie fin. C'est ça aussi qui fait que cette trilogie elle marque, c'est-à-dire que si on était allé sur un happy ending, vu à quel point ça s'étend sur 2 films en termes de mythologie, moi j'ai énormément de trucs à reprocher au 2, surtout au 3. Ouais. Entre les personnages principaux là, enfin secondaires plutôt, mais toute la résistance en fait. Donc je me bats les steaks, tout ce qui se passe sur Zion, les combats interminables dans le 3. Ouais, moi j'adore ça, mais je comprends. Le 3 me fait chier comme un rat mort. Je peux comprendre. Il se passe très peu dans la matrice. Enfin, ce pourquoi tu viens voir le film est extrêmement déstabilisant. Et tu parlais du fait que Neo devienne aveugle, mais encore une fois, à la Wachowski, à partir du moment où il devient aveugle, il voit la vérité. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, il devient aveugle, donc tout ce qu'il arrive à voir, c'est le code des machines. Il est connecté à la source, donc il voit tout. Et non seulement il voit le code des machines, mais il le voit en doré. Du coup, encore une fois, t'as un visuel qui est au service de la narration, de la thématique et de la symbolique. Et moi, le Messie qui devient aveugle, je trouve ça magnifique. Il ne voit jamais mieux dans Matrix que quand Neo devient aveugle. Voilà, je trouve ça très beau. Non mais c'est vrai, il va au-delà du code. Exactement, enfin, parce que en fait les yeux te limitent, vu que tes yeux c'est une interprétation de ton cerveau. Et le film est bourré que de trucs comme ça, il prend des concepts qu'on ressent tous, qu'on comprend tous, peu importe d'où on vient, peu importe le niveau social, l'âge, le quotient intellectuel, peu importe en fait tout ça, c'est des notions extrêmement simples, jouées sur un mode récit épique d'action,
et qui résonne avec absolument tout le monde. Et si le 2 et 3 ont fait autant de mal aux gens, c'est parce qu'ils ont marché en fait, c'est parce qu'ils résonnent. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est pour ça que je voulais comparer à Metal Gear tout à l'heure, la fin de Matrix 2, la scène de l'architecte, le fait de te retourner la gueule sur ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, de t'enlever les codes et tout, c'est le colonel. Ouais, mais si je veux être méchant, je vais reprendre la critique que j'ai écrite à l'époque en 2003. Ça, ouais. Il faut vous dire qu'on a retrouvé une critique de DG de l'époque en 2003, c'est quoi? J'ai honte. Peut-être qu'on la lira dans la prochaine vidéo, on verra. Mais pourquoi faire des phrases aussi compliquées qu'on aurait pu expliquer concrètement, simplement aux gens? Bah c'est très simple, ils le disent dans le film. Il y a un personnage, à savoir l'architecte, qui dit clairement à Neo, tu es humain. Tout ce que je vais dire, étant donné que je parle avec un vocabulaire informatique et de logique pure, tu ne pourras pas forcément le comprendre. Et le film joue de ça. Le film joue de ça vu qu'on parle d'humain et de machine. Non mais ça c'est ce que je racontais quand j'avais quel âge, 17 ans. Ouais, un truc non, comme ça. en vérité, et ça je peux faire une critique globale sur tous les Matrix. Il y a un truc qui m'a... C'est un truc qui m'a manqué en voyant les 3 films, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez de dialogue comme ça. Il n'y a pas assez de phases hautement intellectuelles. Eh bien moi je trouve qu'il y en a pas mal, surtout dans le 2. Il y en a, mais tu vois, surtout dans le premier et dans le 3, ça manque. Mais dans le 3, je trouve que ça manque pas du tout. Le premier, il a un juste milieu. Dans le 3, ça manque. Mais c'est pas que ça manque, c'est que vu que le 2 et 3 sont le même film, oui, okay. Le 2 se fournit toutes les discussions intellectuelles. Beaucoup disent philo de comptoir, enfin en attendant, s'il y a autant de gens qui n'ont pas compris Matrix 2, c'est peut-être parce que c'est pas si nul et pas si philo de comptoir. La philo de comptoir elle est dans Matrix 2, elle te présente les concepts, elle te retourne, elle te déconstruit la mythologie, et le 3 te finit ça de manière sensitive. C'est un film de pure sensation. Après on les aime ou on les aime pas, c'est là où on va venir sur la critique du 2 et 3, mais le 3 te donne les réponses par la symbolique, l'image et les décisions des personnages. Bien sûr, mais en vieillissant, je pourrais sincèrement me passer de toutes les scènes d'action pratiquement. Pourtant, elles sont magnifiques. Elles sont incroyables. Et d'ailleurs, là, si je veux être gentil avec les 2 et 3, non mais objectivement, les scènes d'action dans le 2 et le 3 poutrent ce qu'on a dans le premier. Et elles sont inégalées encore aujourd'hui. La scène de baston finale entre Smith et Neo, évidemment, elle est mythique, le découpage extraordinaire. Là, on a du pur Dragon Ball Z en live. Ouais, du comics plus Dragon Ball, une espèce de... En fait, tout ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire le mélange, mais ultime. Le seul mec, pour moi, qui a fait un aussi beau truc en film de super-héros, c'est Sam Raimi avec Spider-Man. Tout à fait. Mais et qui s'en référait pas au même... C'est-à-dire que Sam Raimi, il a jamais lu des BZ. Oh oui. Du coup, il faisait vraiment du Golden Age de comics Marvel en live, et les Wachowski c'était plus faire du Mamoru Oshii ou tu vois vraiment des trucs plus japonisants, mais ils l'ont fait au même niveau. Et ça n'a pas vieilli, c'est toujours magnifique. La scène, une des scènes d'ouverture d'action dans Reloaded, où Neo est contre je sais pas combien d'agents Smith, mortel. La poursuite en bagnole, mortel. Alors ça, tu vois, même les gens qui aiment pas la scène contre les Smiths, parce que la scène contre les Smiths, le truc c'est que les CGI, les effets spéciaux, forcément ils vieillissent. Mais peu importe vu le contenu de la scène. Ils tiennent encore grave là. Côté de Marvel, c'est sûr qu'ils tiennent. Mais en soi, tu vois que c'est pas vraiment Smith. Mais d'une, on est dans la matrice, donc le fait que les choses fassent un peu faux, le spectateur l'accède beaucoup plus facilement, et de deux, faut voir ce qu'ils font avec la scène. Parce qu'ils mettent pas Will Smith juste pour le principe de mettre Will Smith, c'est qu'ils l'exploitent, mais jusqu'au bout. Je n'ai jamais vu ça et jamais revu ça. Et c'est tellement méga lisible, non, c'est magnifique. Mais avec le recul maintenant, bon, peut-être parce que j'ai vieilli, je pourrais totalement me passer des scènes d'action. Moi, ce qui m'intéresse, une des scènes qui m'intéresse le plus dans la trilogie, c'est dans le premier, j'ai oublié le nom du personnage, tu sais, le chauve, le traître. Cypher. Quand il parle à l'agent Smith et quand il parle du steak, ce genre de discussion m'intéresse 1 milliard de fois plus que n'importe quelle scène d'action dans la trilogie. Ouais, mais alors moi j'attends les deux. Et on va en parler d'ailleurs dans la prochaine vidéo dédiée à Matrix 4. J'attends beaucoup plus Matrix 4 au tournant là-dessus. Ouais, sur les discussions et sur le rapport humain. Je veux que ça me fasse réfléchir parce qu'on peut se poser authentiquement la question, est-ce qu'on est dans une simulation ? Et qu'est-ce qu'une simulation en fait ? C'est un truc, alors je sais plus, je suis désolé, j'ai oublié le philosophe qui a... C'est Jean Baudrillard. C'est qui a inspiré Simulacre et Simulation. Non, je te parle pas de ce qui a inspiré Matrix, je te parle du mec qui a écrit un bouquin ou qui a écrit le concept de The Simulation Theory. Certainement, ça, je vois pas certainement inspiré par Matrix, mais il émet, je crois, 3 hypothèses pour dire qu'on est certainement dans une simulation. Et un de ses arguments, c'est de prendre en exemple les jeux vidéo. Tout à fait. Et là, c'est clair que plus ça avance, plus les jeux vidéo sont mieux faits. Là, on est arrivé à un point technique qui est assez incroyable, mais imaginez dans 50 ans. Lui, son postulat, c'est de dire qu'on va arriver à terme à des graphismes qui sont impossibles à discerner de la réalité. Et que tu pourras t'immerger dans un univers VR, certainement en plus avec tout essence, qui sera complètement impossible à discerner de la réalité. Et il dit, si jamais un jour, on arrive à un tel niveau technologique qui te permet de te plonger dans un univers virtuel, que tu peux pas séparer de la réalité, qui est complètement impossible à discerner,
ça veut dire qu'on est dans une simulation. Qu'on y est déjà. Ça veut dire qu'on y est déjà. S'ils y arrivent un jour, c'est qu'on y est déjà. Si on arrive à le faire, ça veut dire qu'on y est déjà. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est une théorie. Hein. C'est une théorie qui, du coup, rappelle beaucoup Platon, qui est la base de Matrix, donc le mythe de la caverne, qui pense déjà qu'on est dans un faux monde au-dessus duquel il y a un autre faux monde, au-dessus duquel il y aurait le vrai monde. Et c'est là où ça devient intéressant sur les Matrix, c'est qu'ils transforment ça en concept de science-fiction, à l'orée de l'an 2000, où la réalité virtuelle commence à se développer, où les gens commencent à être complètement accros à la technologie, et c'est marrant parce que on pouvait pas me faire un meilleur film que Matrix et son concept pour clore le XXe siècle. Bien sûr, et c'est extrêmement précurseur sur tout ce qu'on a vu après. Tout à fait. Ouais. On a eu quelques films dans le genre en même temps. On a eu Passé virtuel. Mais ça, c'était plus un truc en hommage aux nouvelles de science-fiction, à la Harlan Ellison ou au Philip K. Dick, les choses comme ça. On était dans un truc quand même plus classique. C'était que, on a tous eu l'idée en fait, on vit dans une réalité virtuelle. Mais Matrix, je trouve, est le seul qui a réussi à le transformer en parabole qui fonctionne au niveau du genre pur, c'est-à-dire que le grand public peut s'éclater. Et au niveau de comment ils vont au bout du concept en fait. Parce que tu te souviens, ce truc entre Matrix 2 et 3, spoiler Matrix 2, dans Matrix 2, à la fin, Neo arrive à arrêter dans le vrai monde des sentinelles juste en tendant les mains. Ça a donné, voilà, par exemple, là il y a une sentinelle qui nous attaquait, déjà vient de l'arrêter, on est tranquille, on peut continuer la vidéo. C'était la paume de Zulman. Et du coup, dans l'été qui a séparé Matrix 2 et 3, il y avait énormément de théories qui tournaient autour du fait qu'en fait, Zion, notre monde, le vrai monde, était aussi une simulation. Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'étais un peu partisan de cette théorie à l'époque, j'étais jeune, j'étais en mode, ah ouais, c'est possible qu'il parle dans le poupée gigogne, c'est-à-dire qu'on est dans une boîte. J'étais à fond dans cette théorie. Et ben moi aussi, mais le 3 du coup m'a complètement décontenancé, tout simplement parce qu'en fait, il t'explique le 3, et c'est brillant, que cette question n'a aucun sens. Parce que ce qui compte, c'est pas que la réalité soit vraie ou pas, c'est ce que t'en fais. Parce que comme tu dis avec la simulation de la théorie juste avant, ça se trouve on y est déjà. Du coup, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce que ça change à part ce que tu en fais de ce monde et quelles sont les interactions que tu auras dans ce monde ? Je comprends, mais j'aurais bien aimé qu'ils développent ce truc quand même. Mais finalement, ils le font un peu. Au-delà de parler de jeux vidéo simulation, finalement, si tu réfléchis bien. Ouais. Et d'ailleurs, Matrix est très religieux. Oui. Mais les religieux, ils ont un peu ce concept. Ouais. C'est qu'il y a un monde au-dessus de notre monde. Tout à fait. Donc on serait un peu dans une sorte de simulation, selon eux. C'est ça, sauf que c'est une simulation qui est une épreuve avant d'accéder au cadeau. Et ce qui est intéressant dans les Matrix, c'est que c'est pas ça la question en fait. Et du coup, là on en revient à des terres qui sont plus sur le gnosticisme. Excusez-moi si je le prononce très mal. Donc les gnostiques qui pensent à peu près comme les religions, donc que nous sommes dans un système qui est régi par un dieu, sauf qu'en fait ce serait un demi-dieu, donc un faux dieu, et qu'au-delà de ce truc-là, il y aurait un vrai dieu. Et ça c'est un sentiment, je pense qu'on en a tous, notamment dans les luttes anticléricales, des choses comme ça, c'est des sentiments qui ont toujours existé. Tu sais que un entre-deux, il n'y a pas de nihilisme, c'est-à-dire on sait qu'il y a des puissances supérieures, on sait qu'il y a autre chose, qu'il y a de la transcendance, mais elle n'est pas régie par un système religieux classique. Et Matrix trouve l'esthétique vidéoclub. Excusez-moi, nous avons été coupés. Attends, il y a eu un bug, non ? J'ai vu ton chat passer 2 fois. Oui, il y a eu un bug. C'est déjà vu. La preuve définitive qu'on est bel et bien dans une simulation. Du coup, je me rappelle de ce que j'étais en train de dire avant le reboot de la Matrice. Vas-y. Donc je disais que pour le coup, Matrix a pris une esthétique très vidéoclub, très James Cameron avec du kung-fu, enfin un truc qui est extrêmement jouissif à regarder et qui peut attirer le plus grand nombre pour te faire réfléchir à des questions du genre. Et là où je trouve Matrix 2 et 3 essentiel, et où on peut revenir sur l'aspect religieux, c'est que Matrix 1, quand tu l'as fini, t'y crois à la prophétie. Elle est pas du tout remise en question. Du coup, tu sais qu'il y a une prophétie, tu sais qu'il y a un élu, dans un contexte de SF avec des machines et du code, ça paraît un peu bizarre. Et le fait que dans le 2 et 3, on t'apprenne que la prophétie est encore une fois un système de contrôle, eh ben on revient sur la terre de la religion. C'est comme si tu t'étais fait endoctriner par le premier Matrix, et que le deuxième Matrix te disait Dieu n'existe pas. C'est super intéressant. Ouais, puis le premier Matrix est aussi là pour te montrer à peu près le parcours de l'élu. Tout à fait. Alors, j'ai une question à te poser parce que tout n'est pas clair pour moi. Tout n'est pas clair, vas-y. Il y a eu 5 Néo, enfin 6 Néo. En tout. En tout. Oui, mais donc il y en a eu 5 avant Keanu Reeves dans le premier Matrix. Exactement. Est-ce qu'il ressemblait exactement à Néo ? Absolument pas. Ah, c'est vraiment pas le même être humain. C'est ce que je me demandais. Et ça, c'est bon, on te le lance comme ça, ouais. Mais tu les verras pas. Tu ne les verras pas, tu comprends juste que tout ce qu'on t'a appris dans le 1, c'est-à-dire on est en guerre contre les machines depuis à peu près 2 siècles, et cette guerre, il y a une résistance qui est à Zion, qui essaye de détruire la matrice et de rétablir le statut de l'humanité. En fait, tu te rends compte que tout ça dure depuis beaucoup plus longtemps que tu le penses, ouais. Que les gens ont été manipulés en boucle,
Et surtout que cette guerre, enfin cette résistance, parce que c'est pas une guerre, c'est une résistance, cette résistance est complètement contrôlée par la matrice et par les machines. On laisse toujours, parce que dans un système, il y aura toujours de la rébellion et des anomalies, c'est ce que raconte la trilogie. Alors le meilleur moyen pour le pouvoir de maîtriser cette rébellion, c'est de la créer. Mais c'est parce qu'à l'époque, j'avais cru comprendre le discours de l'architecte comme « tu es le 6e Néo machin et je pensais en fait que c'était le même Néo à chaque fois. Non, et que c'était la même histoire qui se répétait en boucle. C'est la même histoire qui se répète. Et je pensais que c'était symbolisé par toutes les télévisions. C'est ça qui m'a embrouillé. C'est ça qui m'a embrouillé. En gros, les télévisions, elles sont là juste pour prédire les réactions qu'il pourrait avoir. C'est pour montrer que pour l'architecte, tout n'est que du code, et que du coup, il peut prévoir absolument toutes les variables qu'aura Néo. Et l'histoire de la trilogie, c'est qu'on est dans une histoire où toutes les variables sont prévisibles, et un jour, quelqu'un met un petit bâton dans les roues de cet engrenage, ce qui est l'oracle. Et l'oracle met un bâton très simple. Ah ouais, c'est bien, on fait une petite explication de Matrix 2 et 3 pour ceux qui n'ont pas compris. C'est bien de remettre les choses au clair. Les choses au clair. Le truc qui est chiant, en fait, cette histoire s'est déroulée 6 fois. De la même manière, c'est-à-dire qu'on sait que quand on crée un système informatique, à savoir la matrice, il y aura une anomalie dedans, c'est un bug, un glitch, un mec qui malheureusement a les pouvoirs, les backdoors, etc. Il peut tout modifier. Ça, il faut pouvoir le prendre en compte. Donc on crée une fausse mystique avec une résistance, on dit que ce mec est l'élu, et cet élu devra avoir un chemin, a path, comme Path of Neo, qui l'amènera à avoir la vérité, la lumière, rencontrer le dieu, etc. Et en fait, tout ça est un système de contrôle qui pousse l'élu à s'annuler lui-même, à se rebooter, à rebooter la matrice à chaque fois. La trilogie Matrix te montre la première fois où cette histoire change, parce que l'oracle a tout basé sur une carte joker qui s'appelle l'amour. L'amour qui est un sentiment, un concept humain, qui n'est pas défini par les machines, et que Matrix 3, pour le coup, pas dans les dialogues, mais dans les scènes, va te décliner jusqu'à t'expliquer qu'en fait, l'amour, c'est un peu une valeur absolue. Tu vois, c'est aussi con qu'Interstellar ou ces trucs-là. Sauf que si j'ai bien compris, il y a quand même reboot à la fin de Revolutions. Non, il n'y a pas reboot. C'est pas reboot. C'est pas un reboot. D'habitude, c'est un reboot du système basique, c'est-à-dire que tu redémarres ton ordi. C'est un vrai. Là, ils ont formaté, à la fin de Matrix 3, on a formaté la matrice. Une nouvelle version, c'est un peu la version idyllique entre guillemets de la matrice, qui accepte le statu quo, que tous ces gens-là sont équivalents, que les machines peuvent aimer, elles peuvent avoir des enfants et faire des bébés et comprendre le concept de l'amour. Okay. Tout va bien, c'est une happy end détournée. Ce n'est pas. C'est quoi la différence du coup avec un reboot ? Un reboot, c'est juste que tu relances le programme, quoi. Je suppose le même programme, c'est le statu quo, quoi. Okay. C'est-à-dire que on voit que l'architecte a créé plusieurs versions de la matrice, une version paradisiaque, c'est super intéressant, ça fait le lien avec la religion. Il y a une version paradisiaque de la matrice, et ce qui est très drôle dans la trilogie, c'est qu'on t'explique que les humains l'ont pas accepté. Les machines ont voulu nous créer un paradis, parce qu'à la base, il n'y a pas de méchants ou gentils chez les machines. Juste, elles ont besoin de ressources. Nous, on est des menaces. Elles préfèrent nous avoir sous contrôle. Mais elles veulent nous filer le paradis à la base. Parce qu'elles s'en foutent, il n'y a pas de morale là-dedans. Sauf que le paradis, les humains ont tout de suite compris qu'il était faux. Parce que les humains ne peuvent pas supporter un monde heureux. Du coup, les machines ont dû ajouter à l'algorithme, parce que ce ne sont pas des programmes sensibles, ce sont des programmes d'analyse. Ils ont dû rajouter de la guerre, tu vois, de la tristesse, le fait que les humains sont sombres, etc. D'où le fait que la matrice la plus stable dans Matrix 1 ressemble à une métropole moderne, occidentale. Putain, c'est passionnant quand tu l'expliques parce que je te jure, je me suis refarci quand même la trilogie il y a quelques semaines. Bon, c'est con parce qu'on était censé tourner la vidéo avant, j'avais des souvenirs plus frais. Mais c'est bien que tu m'expliques comme des choses comme ça parce que, putain, je vous jure, même en ayant maté les films je sais pas combien de fois, j'ai encore des questions. Et du coup, là, ce que t'es en train de me dire, ouais. Il faudra forcément que je te repose ces questions pour Matrix 4. Ah bah, j'espère. Pour la vidéo qu'on va faire après. Ah oui, non, parce que là je sais pas comment ils vont rebondir à partir de là. Tout à fait. Parce qu'on était pour moi resté dans mon esprit, mes vieux souvenirs d'époque sur une phrase, et certaines choses changent, d'autres non. Tout à fait. Exactement. Et je me disais du coup là, donc ça a plus ou moins rebooté, donc là tu m'expliques en fait c'est plus qu'un reboot. C'est plus qu'un reboot, c'est une vraie nouvelle mise à jour, et surtout où le statu quo a été décalé, qui est que avant on était dans un système de domination sans le savoir, ouais. Et maintenant tous les humains qui veulent peuvent se libérer. Et c'est ça qui va être intéressant dans Matrix 4. Voilà, que j'imagine qu'ils vont devoir traiter. Qui est qu'ils ont réglé leur récit épique à la fin du 3. Pour le coup, il y a un vrai changement, un authentique changement, à voir ce que ça donne. J'ai envie de partir sur complètement autre chose, en rapport toujours avec Matrix évidemment. Mais en rematant la trilogie, ouais. J'ai vraiment compris pourquoi les Wachowski, tous les deux, ouais. avaient fait leur transition. Fait, tu as senti ce sous-texte-là dans les films ? Oui, en fait, ça me paraît tellement évident. Parce que tu vois, je pense que ça peut quand même surprendre beaucoup de monde d'apprendre que des personnes qui étaient deux frères, ouais. deux hommes, les deux sont devenus des meufs.
Sachant que c'est déjà un truc qui arrive à une très petite partie de la population. C'est très rare. Ouais, donc le risque que ça arrive dans la même famille, ça donne peut-être un indice sur le fait que ce serait induit... tu vois, il y a l'inélaki, toujours ces débats-là, etc. Après, bon, je sais pas si c'est la vidéo pour essayer de régler ce débat, mais c'est intéressant, ouais, effectivement. Et du coup, tu l'as vu en quoi dans la trilogie que les frères... Ne serait-ce que les premières questions que ça aborde dès le premier Matrix. Tout à fait. C'est juste questionner la nature de la réalité. Ouais. Accepter qu'on est dans ce monde et qu'on a certaines fonctions, et avoir envie de transcender ça. Il y a un épisode de Animatrix qui m'est vraiment resté. Ah, il y en a, il doit beaucoup te plaire. Pour le coup, je ne les ai pas revus depuis longtemps, mais j'ai un très bon souvenir d'un épisode qui n'était pas mon préféré dans l'absolu, hein, en termes de plaisir direct, c'est pas mon préféré. Mais l'épisode avec le Black, qui fait de l'athlétisme, il fait de l'athlétisme et qui va dépasser ses limites et qui va entrevoir au-delà de la matrice à ce moment-là. Un mini Matrix sur 5 minutes. Ouais, mais c'est ça qui m'intéresse. Et je pense que ça, ce genre de questionnement, ce genre de métaphore, c'est typiquement le genre de truc qui peut t'amener éventuellement à faire une transition, tu vois, à te dire qu'est-ce qui se passerait si j'étais une nana, ou inversement, tu vois. Et sachant que dans le premier Matrix, tu vois le personnage de Switch, qui est la seule qui est habillée en blanc, c'est une nana blonde avec les cheveux courts. Dans le script, Switch, c'est un mec qui, quand il rentre dans la matrice, est une meuf. Parce que son image résiduelle, ce qu'il est à l'intérieur de lui, se voit comme une meuf. Bon, évidemment, ça n'a pas été fait, mais dans le script du premier Matrix, c'est ça, Switch. C'est pour ça qu'elle s'appelle Switch, en fait, du coup, dans le film, ça veut plus rien dire. Elle s'appelle Switch parce qu'à chaque fois qu'elle rentre, elle change son image. Et du coup, tu vois, tout ça, c'est des grandes questions, finalement. C'est au-delà même, avant même d'avoir vu Matrix, avant même de se poser la question d'une simulation. Je sais pas pour vous, je sais pas pour toi. Mais moi, plein de fois, quand j'étais gosse, après adolescent, on me posait 10 000 questions. Je me disais, pourquoi je suis là ? Ouais. C'est quoi ton but ? Non, mais c'est surtout pourquoi maintenant ? C'est pourquoi je suis pas né il y a 1000 ans ? Pourquoi je n'ai pas dans 2000 ans ? Est-ce que c'est bien moi ? Je vois à travers une personne, est-ce que tout le monde existe ? Ou est-ce que je suis en train de rêver de tout ça, tu vois ? C'est exactement ça. Le premier Matrix, s'il a autant cartonné, je pense, c'est parce que il y a plein de films qui ont fait ça, mais celui-là l'a fait d'une manière extrêmement universelle. C'est un film qui répond à toutes tes interrogations, enfant, adolescent, adulte, de savoir est-ce que t'es le héros de ta propre vie ? Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux gens autour de toi ? Tu vois, le rapport à l'égocentrisme. Et en fait, c'est un film un peu jumeau de Truman Show à ce niveau-là, qui est Truman Show puise dans le même fantasme qu'on a tous, qui est que notre vie est une histoire. Et que nous, on a forcément le rôle principal, et que rien n'existe quand on n'existe pas. Tu te dis que c'est très compliqué, c'est comme on n'arrive pas à appréhender l'infini. Tout à fait. Notre cerveau ne peut pas l'appréhender. De la même façon, c'est impossible à appréhender qu'il y ait autant de détails dans la vie des autres que dans notre vie, tu vois, tu te dis, ça veut dire, comment tu peux imaginer 6 ou 7 milliards de vies radicalement différentes à la tienne, ou même parfois des gens que tu connais qui vont te voir toi, et qui vont vivre les événements légèrement différemment sur une même journée, tu vois, tu vas passer, là on passe la journée ensemble, mais vu que tu viens d'ailleurs, que t'as passé des semaines différentes des miennes, tu vois, là on se retrouve ensemble pour parler. C'est un crossover en fait. Là, t'as la série de ta vie, la série de ma vie, on fait un putain de crossover aujourd'hui. C'est ça, mec. C'est l'épisode star. Et là, tu vois, on se retrouve pour parler du même sujet, sur la même vidéo, mais on a un ressenti qui va être radicalement différent quelque part. Et Matrix est brillant à ce niveau-là, qui est que la matrice, elle contient les 6 milliards d'humains, enfin je sais pas combien il y en a, mais bref, des champs d'humains. Et pour les machines, toutes ces expériences de vie sont des variables. Et du coup, la matrice est une espèce de, comme son nom l'indique, une matrice, une espèce de cocon dans lequel il y a une équation moyenne de toutes les vies humaines pour lui donner une représentation qui permettra à ce que les gens pètent pas un câble. Et c'est là où je trouve le film super parlant, qui est que pour des machines, enfin d'après Wachowski en tout cas, pour les machines, la moyenne de l'équation humaine, c'est une vie occidentale sombre, où il pleut souvent, on porte des lunettes de soleil pour cacher nos sentiments, et tu vois ou pas ce que je veux dire ? Je trouve que ça dit beaucoup de choses sur comment ils voient le monde. Et quel est pour eux le vrai monde ? Leur fantasme du vrai monde, et ça a beaucoup bloqué les gens sur Matrix 2 et 3, c'est un monde chaud, suant, où la plupart des personnes sont des personnes, ce ne sont pas des blancs, il y a des noirs, des asiatiques, des machins, c'est un truc multiculturel, déjà à l'époque, bourré de cul. Déjà à l'époque, et ça c'est un truc, ouais, je voulais te faire rebondir également, mais putain, faut pas attendre, garde ça. On garde ça. Garde ça, parce que je veux t'amener là-dessus. Mais je voulais te dire aussi par rapport au fait, tu vois, d'essayer de conceptualiser qu'il y a autant de gens sur Terre et qui vivent tous une vie complètement différente. Ouais. En fait, quand tu commences quand même à réfléchir, parce que tu peux pas appréhender tout le monde, mais tu peux appréhender une partie, et tu finis par te dire qu'en fait, on est tous la même personne. Et ça qui est terrible, c'est qu'en fait, t'en viens à te dire,
La personne d'en face, c'est exactement la même que moi, sauf que ce qu'il explique, c'est tout ce qu'il a vécu. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que tu finis par comprendre que tu peux expliquer absolument tout le monde comme ça. Et que... Par le vécu, du coup, pour toi ? Ah ouais, donc tu règles le problème de l'inné et de l'acquis. Non, parce qu'après, il y a quand même des choses, tu vois, tu peux... Les tueurs en série, par exemple. Bon, on mise beaucoup sur le manque d'empathie. Il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Tu peux avoir un accident, tu peux avoir un traumatisme, tu peux être handicapé, ce qui fait que corporellement, tu vas avoir un changement. Mais même ça, finalement, tu l'expliques. Et du coup, moi, ma vision des choses, c'est que même un tueur en série, tu peux l'expliquer. Et je me dis que si j'avais eu sa vie, j'aurais agi exactement comme lui. Mais du coup, ta vie et tes choix, est-ce que tu décris, est toujours déterminé par les actions des autres et l'air du temps et ce que tu vis. C'est déterminé par tout ce que tu as vécu. Donc ça se télescope en boucle. Il n'y a pas que nous. En fait, on forge tous ensemble la société, mais c'est la société qui induit qui on est aussi. Du coup, c'est une grosse boucle. C'est ça, parce que y a un truc sur lequel tu n'as aucun impact, parce que contrairement aux animaux, tu vois, il y a mon chat qui passait, un bug dans la matrice, tu vois, il va repasser tout à l'heure. On va le voir deux, trois fois. Il va repasser de la même manière. Ce qui est terrible, c'est que au début, quand tu nais, t'es handicapé quelque part, tu peux rien faire. Tu as des parents qui sont dépendant. Tu es complètement 100% dépendant. Tu mets un bébé dans le Sahara, s'il n'y a personne pour s'occuper de lui, il va mourir. C'est vrai qu'on l'a fait il y a 2 semaines, il n'est pas revenu. Tes parents vont t'éduquer, ou un parent, ou maintenant deux meufs, deux mecs, peu importe. Tu vas être éduqué par tes parents, tu vas avoir un milieu culturel, un milieu social, etc. Tout ça, ça va te conditionner. Après, tu vas faire tes expériences de la vie. Il y a des gens qui voyagent toute leur vie pour essayer justement de voir d'autres cultures. Et en fait, mais j'ai envie de te dire que quoi que tu fasses dans ta vie, quels que soient les choix que tu vas faire, il y a toujours un moment donné où tu vas repenser à qui tu étais quand tu étais gosse. Ça pourra jamais complètement partir. Après, il y a l'amnésie, tu vois, tu peux devenir amnésique et ça vraiment pas avoir de bol. Et ça va te changer. Mais on est déterminé de base par une somme de paramètres auxquels on peut rien changer, on n'a aucun impact là-dessus. Ok, donc toi t'es déterministe. Non mais... Parce que là, le Matrix 2 et 3, le 1 ne parle pas du tout de ça. Matrix 2 et 3 ne parle que de déterminisme. C'est là où c'est intéressant, c'est que je pense que les Wachowski ont eu ce parcours mental. Oui. Et du coup, ce qui les a amenés à transitionner, à se dire... À briser ce déterminisme. Ils veulent briser ça. Ils se disent, non mais attends, c'est pas possible. Parce que si on commence à raisonner comme ça, on devient fou. Ça veut dire qu'en fait, quasiment tout ce que tu vas faire, évidemment, t'auras des différences. On pourrait... Là, putain, c'est un délire, parce qu'on pourrait parler des univers parallèles. C'est-à-dire qu'en fait, là, tout à l'heure, je pourrais aller chercher un café ou des clopes. Ma vie sera pas exactement la même que si je l'avais pas fait. Mais je pense que quand t'arrives à ce niveau de raisonnement, et que tu te dis, je peux pas accepter ça, je ne peux pas accepter que ma vie soit régulée par tous ces paramètres, je suis maître de mon destin, mais j'ai mes choix finalement. Je décide. Je suis comme Neo dans Reloaded. Et c'est quoi sa phrase clé à Neo dans Reloaded ? Le problème, c'est le choix. C'est ça, le problème, c'est le choix. Et je pense qu'ils sont arrivés, quand tu regardes les Matrix, tu te dis, c'est normal, c'est pour ça qu'ils ont transitionné. Tout à fait. Ils décident maintenant quelles personnes ils sont, quel sexe ils ont. Mais si tu commences à réguler toute ta vie comme ça, aux yeux des autres, tu vas peut-être passer pour un cinglé potentiellement. Peut-être que même toi... tu seras peut-être plus libre. Peut-être que même toi, tu vas devenir cinglé, mais peut-être que Lana Wachowski actuellement, qui fait Matrix 4, et c'est pour ça que j'ai envie qu'elle aborde ça dans le 4, on va en reparler dans la prochaine vidéo, j'espère que ça l'a rendu plus libre, et pas encore plus cinglé. Aliéné. Non, mais pas encore plus cinglé, parce que ce genre de question te rend cinglé. Bien sûr. Et Matrix, c'est un film de cinglé. Cette trilogie, c'est le résultat de personnes complètement cinglées. La rumeur voudrait qu'il l'ait écrit sous kétamine. Mais c'est ça qui est intéressant. Faut comprendre que c'est pour ça. En fait, c'est ce qu'on dit, Flavien et moi, et c'est ce que je dis depuis des années. Je ne vais pas au cinéma pour voir la réalité. J'en ai rien à foutre. Parfois, c'est bien fait, je dis pas, ça peut détendre. Mais je ne vais pas au cinéma pour voir les problèmes de couple du quotidien. Tout à fait, sachant qu'en plus, tu l'as très bien décrit, on a tous une réalité différente. Donc, autant voir un point de vue extrêmement tranché. En plus, c'est encore mieux quand c'est des gens érudits et qui aiment le kung-fu. Parce que c'est quand même trop bien. Les Matrix, c'est à la fois des mecs qui connaissent tout à la philosophie et qui connaissent tout au film avec Wayne Wapping, Jet Li et tout. C'est pas possible. C'est quand même le bonheur. C'est ça. Je vais au cinéma pour voir des univers complètement imaginaires qui me font réfléchir sur un monde actuel qui est peut-être déjà imaginaire. Tout à fait. Et Matrix, c'est vraiment la symbolique totale de ce truc-là. Moi, ça m'a beaucoup déstressé parce que Matrix, c'est un film, je trouve, qui fait du bien à ce niveau-là. Dans le sens où pour moi, il décale la question. Parce que en fait, si tu suis les films et que tu les aimes, les 2 et 3, tu es confronté à une succession de choix. L'oracle le dit très bien, ton choix il est déjà fait en fait. Maintenant, ce que tu es en train de faire, c'est de le comprendre. Et ça va dans un sens un peu déterministe de ce que tu racontais, qui est que tout est écrit à l'avance. Et on en revient au choc de la fin de Matrix 3, où Neo décide sciemment de renoncer et de se faire assimiler par Smith. Là, pour le coup, c'est un choix d'une liberté absolue. Et c'est ça qui est dur à accepter aussi, quelque part. Qui est dur à accepter, sachant que Smith dit que c'est inévitable. Ouais. Mais là, c'est quand même génial, c'est un choix libre dans un contexte où c'était inévitable. Et c'est ça qui va régler la situation. Donc en fait, l'histoire de Matrix,
est une histoire qui vise à régler le problème du choix humain. Et effectivement, lier ça à la transition des Wachowski, et pas que ça d'ailleurs, ils ont complètement changé de vie. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il n'y a qu'une seule des deux sœurs qui fait Matrix 4, c'est que l'autre a fait le choix de ne pas faire Matrix 4, c'est quand même génial, il n'est pas aliéné à ce système hollywoodien non plus. Enfin, tu peux le décliner à tous les niveaux en fait, c'est passionnant. C'est super intéressant, mais ça, je vais garder un truc sur Lily Wachowski, donc l'autre frère, donc c'est Lana qui réalise et Lily du coup c'est l'autre sœur. C'est l'autre sœur qui elle n'a rien à voir avec le film du coup. Voilà, essayez de suivre, please understand. Et j'ai un truc à dire là-dessus, mais on fera ça dans la vidéo du 4. Dans la vidéo du 4. Du coup, parce que je ne sais plus le temps, la matrice, je vais refaire une coupe. Y'a pas de soucis. Au cas où. Et on aborde la question de la diversité. Magnifique. Nous reprenons donc sur la question. Reboot, excuse-moi. C'est reboot. Faut qu'il y en ait 6 en tout. Il y en a 6, c'est ça. Et on attendra l'illumination. On reprend sur la question de la diversité. Flavien. Oui. Est-ce que ça, c'est un truc, je crois que je t'en avais parlé il y a quelques mois. Mais je me suis rendu compte en y repensant que la trilogie Matrix, c'est la diversité avant l'heure. Bien sûr, c'est Social Justice Warrior, c'est l'inclusif, c'est la totale, ouais. Et parce que actuellement, on est nombreux à se poser des questions sur le 4. Ouais. Du fait de la transition, du fait qu'on de l'époque post-MeToo, ce qui se passe avec Netflix et compagnie. Mais il faut constater que les films Matrix sont déjà hyper inclusifs à la base et qu'à l'époque, en fait, ça ne choquait personne. Ça ne choquait personne parce que c'était, comment dire, déjà, il y a une justification scénaristique absolument béton. S'il y a des gens que ça dérange qu'il y ait autant de personnes basanées à Zion, vous savez où est Zion ? Zion se trouve en Centrafrique. Ça se place au milieu du continent africain. Voilà. Mais tu sais pourquoi ? Je crois que c'est une question de légitimité. Ouais. C'est la légitimité, c'est qu'à l'époque, c'était sincère. Maintenant, quand on regarde un produit Netflix, ça sert d'argument marketing. N'importe quel film qui sort, on ne peut s'empêcher de se dire ils font ça pour caresser dans le sens du poil X ou Y. Tout à fait. Tu peux pas t'empêcher de voir que les castings sont multicolores. Tu vois, bien sûr. Mais à l'époque, voilà, il y avait aucun problème. Et il faut remettre... Morpheus, par exemple, n'est pas écrit pour un comédien noir. Ils ont juste pris Laurence Fishburne parce que c'était le meilleur putain de comédien pour faire Morpheus. Puis voilà, Neo, il voulait que ça soit Will Smith, les mecs. Ouais, bah, c'était Will Smith parce qu'il représente... et pour eux, c'était l'homme noir qui devait représenter ce parcours de transcendance vu là où était l'humanité dans Matrix. Mais c'est génial qu'ils aient pris Keanu Reeves parce qu'au final, Keanu Reeves, il est un peu non identifiable ethniquement. Il représente un peu le proto-humain, quoi. Ouais, puis après il a un côté asiatique, qui se prononce un peu plus avec le temps. Un peu indien, un peu asiatique, un peu caucasien, enfin il fait un mélange de tout je trouve, Keanu, il est Néo quoi. Il représente le Thomas Anderson qui veut dire le fils de l'homme. Il est universel. Universel. Mais c'est pour ça que finalement, tu vois, avec le recul, je me dis Matrix 4, on pourra pas le taxer d'être progressiste. Alors pour le coup ce serait d'une cohérence totale, mais c'est comme pour ceux, je sais pas si t'as vu Sense8, leur série qu'ils ont fait sur Netflix. Non, alors ça pour le coup, tu m'as vendu le pitch. Je sais que c'est pas pour moi. C'est peut-être très bien, mais... Je trouve pas ça spécialement très bien, mais c'est une série en tout cas très intéressante, parce que ça reste quand même fait par les Wachowski. Mais là, pour le coup, le programme est clair, c'est une série qui parle de ça profondément, et qui essaie d'abolir la barrière. Mais ça va tellement loin, et c'est tellement dans l'ADN de la série. Moi j'ai d'autres problèmes, c'est des problèmes d'ordre scénaristique, etc., et de réalisation. Mais j'ai pas de problème avec ce côté inclusif, parce que comme tu dis, c'est toujours des choses qui sont... Enfin, c'est ce qu'ils veulent raconter, en fait, c'est leur vision du monde. Ouais. Et ça, c'est difficilement attaquable quand ça ne perturbe absolument pas ni le scénar, ni la vraisemblance, ni... Tu vois, ils se forcent pas, les gars. Non, mais après, je respecte leur point de vue, leur façon de faire, comment ils se sentent. Bon, là, c'était la petite parenthèse diversité, je voulais l'aborder. Ouais. Je vais te demander de faire un classement objectif de la trilogie Matrix. Un classement objectif de la trilogie Matrix. Vraiment ce que tu ressens film par film. Alors moi, ce que je ressens, un classement objectif, parce que j'essaie toujours de faire la différence. Quand je te dis objectif, c'est ton point de vue à toi, ton sentiment. Parce que si on va mettre de côté tout de suite le classement objectif, je pense objectivement, et là ça va permettre d'aborder un truc passionnant sur Matrix 2 et 3. Passionnant parce que c'est moi qui le dis évidemment. Non, en gros, Matrix, objectivement, c'est Matrix 1, puis Matrix 2, puis Matrix 3. Je trouve que Matrix 1 est un film absolument admirable en termes de rythme, d'universel. Tu vois, c'est un film vraiment qui peut parler à tout le monde, de divertissement, d'efficacité, et puis c'est les planètes alignées, quoi. C'est-à-dire que tout le monde était très en forme. Moi, Keanu Reeves, c'est un acteur que j'adore, mais je trouve qu'il joue très mal dans la moitié de ses films. Dans Matrix, je le trouve fabuleux. Il colle parfaitement au rôle. Après Matrix 2, je trouve que c'est un film d'une ambition technique incroyable, et du coup, je trouve que ça le place juste en dessous de Matrix 1 en termes de réussite, parce que le film est un film coupé en deux. Et Matrix 3 est un film tellement autiste et interprétatif
que je le trouve encore un petit peu moins maîtrisé, on va dire, parce que c'est-à-dire que leurs petits défauts, c'est-à-dire comme tu dis, certains personnages secondaires, certaines longueurs, la différence d'intérêt entre les lieux et les parties, tu sais, ça c'est au maximum dans le 3. Néanmoins, si je dois donner mon ressenti, moi, Matrix Reloaded, je le mets tout là-haut en tant qu'attentat filmique, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'adore au cinéma, c'est quand on essaye de repousser un peu les limites du public sur quelque chose qu'il aime déjà. C'est-à-dire qu'il a été appâté, le public, les gens, quand ils allaient voir Matrix Reloaded, on va voir Matrix Reloaded, c'est stylé. Et quand il sortait, la moitié des gens, c'était horrible, je me suis fait chier, j'ai rien compris, et il y a des scènes d'action, mais elles durent toute une demi-heure et il y a trop d'effets spéciaux. Et donc Matrix 2, je le mets en premier, mais de très très loin, parce que je trouve que c'est une étrangeté, une espèce de monument audiovisuel, tu vois. Ouais. Ensuite, je mets le premier, parce que c'est un film dont je suis amoureux d'enfance, et parce que à revoir, effectivement, c'est le plus easy watching, tu le remets, tu peux le montrer à n'importe qui, en général, ça peut marcher. Et je mets en dernier Matrix 3, sachant que je l'aime d'amour, mais absolu. Juste que Matrix 3, plus je vieillis, plus je le vois, plus j'y comprends des choses non verbales, plus je prends du plaisir, que ce soit dans l'artisanat ou dans ce qui reste, en fait. Je pense que c'est le dernier grand blockbuster monstrueux avec le Retour du Roi, tu vois. J'ai l'impression que le monde des blockbusters monstrueux est décédé après ça. Le dernier gros film, je trouve, en termes d'industrie, c'est Avatar, mais je trouve absolument pas qu'Avatar soit un film monstrueux. Je trouve que c'est un film très maîtrisé, tu vois. On l'aime ou pas, mais je trouve que c'est pas un film étrange, Avatar. Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi et Matrix 3, je trouve que c'est les derniers grands blockbusters étranges. Et du coup, forcément, le Matrix 3 a une place aussi... Mais en fait, je les prends les trois, je sais pas choisir. Tu pourrais sortir Spider-Man 3 en blockbuster étrange aussi. Je trouve pas qu'il ait la même ambition thématique et scénaristique. Je trouve que c'est une tuerie parce que c'est un plaisir de cinéma absolu. C'est-à-dire que pour le coup, Sam Raimi, il parle cinéma. Il me parle pas des mots, tu vois. Chaque plan est un bonheur. Du coup, ça, j'ai pas ce souci-là, mais c'est indéniable qu'en termes de... Ça pète un peu moins loin en termes thématiques et scénaristiques. Là où Spider-Man 2, je trouve, transcendait le truc... Il allait au bout de la question, tu vois, du super-héros. Ouais, mais c'est aussi un film, tu vois, fourre-tout... bloated, comme on dit en anglais, tu vois. Complètement bloated, ça tu peux les rapprocher. Et industriellement très intéressant dans la fabrication des effets spéciaux. Il voulait pas de Venom, tu vois, il voulait juste mettre son Sandman. C'est beaucoup de compromis, sauf que là, c'est vrai que la différence, c'est qu'ils ont vraiment fait ce qu'ils ont voulu faire. Matrix 2 et 3, ils ont pas eu de contraintes, comme le Retour du Roi où c'est vraiment all out. Ouais, et qui reste un film aussi très étrange, tu vois, il y a pas d'autre film avec 1 heure d'épilogue. Non, même après, c'est vrai qu'après, même en termes de qualité, même au sein d'une trilogie, je veux pas d'équivalent. Depuis, il n'y a pas eu d'équivalent, je trouve. Il y a eu des bons films, mais c'est juste que c'est les dernières grandes trilogies hollywoodiennes. Par contre, je voulais te faire un aveu sur Matrix 2 et 3, parce que moi j'étais du genre gros défenseur de Matrix 2 et 3. Je les défendais à chaque fois que je parlais à quelqu'un. Peut-être aussi en réaction par rapport au temps de... Évidemment. De critiques. Autant de critiques, c'est que moi ça me trouait le cul qu'un film qui tente autant de choses, qui soit aussi travaillé scénaristiquement, visuellement, et qui cherche surtout, qui prend pas les gens pour des cons, et qui essaie un peu de le transcender. Tu l'as ressenti dès 2003 ça ? Ah ouais, au cinéma, moi j'ai pris énormément de plaisir devant Reloaded, parce que moi c'est ce que j'aime quand on déconstruit en fait. J'aime bien les trucs un peu branletto, méta, etc. Et du coup, Matrix 2 c'était ce que je voulais d'une suite à Matrix. C'est-à-dire qu'on me retourne la gueule. Si Matrix m'avait perdu quand j'étais jeune, et c'est ça que j'avais kiffé, c'est que j'étais paumé dans un concept de SF qui me paraissait trop grand pour moi, et que j'avais besoin d'assimiler. Mais une fois que t'as assimilé Matrix 1, moi j'avais besoin du level up, tu vois, du passage au-dessus. Ouais. Et Matrix 2 m'a totalement donné ça. Ouais. Par contre j'ai grandi depuis. Je les ai vus de nombreuses fois. Maintenant que j'ai grandi, je comprends complètement que les gens n'aiment pas Matrix 2 et 3. Ouais. Parce que ce sont effectivement des films étranges dans leur fabrication. Ils n'ont pas l'universalisme du premier. Les persos secondaires. C'est choquant parce que c'est très peu représenté au cinéma ce qu'on voit. Complètement. C'est pas traité. Non, que ce soit les sujets ou les persos, ouais. C'est extrêmement risqué de faire ça. Complètement. C'est briser les rêves. Metal Gear Solid 2. Ouais, c'est ça. On te fait rêver à Snake, ça. On te fait rêver à une suite Bigger Highlander, le Terminator 2 de Metal Gear, ou le Aliens de Metal Gear, parce que Kojima est un mec qui a ces références-là, et tu te retrouves devant une espèce de pensum philosophique, vaguement tarkovskien, beaucoup de Philippe K. Dick, enfin tu vois, des trucs extrêmement violents pour toi. Non mais c'est clair, MGS2 c'est clairement le Matrix Reloaded de la saga Metal Gear, hein, c'est pareil. C'est ça. Et ça, on en a jamais quasiment, il y a très peu de films qui te confrontent à quelque chose. Et du coup, le 3... et t'en auras plus, parce qu'il y a trop d'enjeux financiers, plus personne prend de risque, et puis après tu sais on veut plus prendre des shitstorms sur Twitter, les réseaux sociaux. C'est ça, exactement. On et il y a plus de rien liberté d'auteur comme ça, il y a plus de... À part Cameron, c'est le dernier Nabab, il n'y a pas d'autres auteurs qui ont à ce niveau de budget là, ce niveau de liberté là. Voilà. Et les Washo étaient précieux dans ce sens là. Je suis totalement 100 000% d'accord avec toi. Et alors, moi tu vois, mon ressenti, et c'est marrant parce que des fois, il y a des fois où j'étais pas loin du point de vue de Tarantino
Sur les Matrix 2 et 3, ouais. Sur Matrix. Le point de vue de Tarantino, c'est j'adore Matrix, c'est un de mes films préférés des années 90. C'est peut-être même, je crois, son Il a film dit que préféré. ça aurait été le premier s'il n'y avait pas eu les suites. Ouais. Et le 2 et 3 sont arrivés et ils ont ruiné la mythologie pour moi. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est ses mots. Mot pour mot, il a dit ils ont ruiné la mythologie. Ouais. Là où pour des gens comme moi et Oui, plein d'autres, au contraire, paradoxal ça l'a redoré. Non, mais pour moi. C'est paradoxal parce que toute la mythologie dans le 2 et le 3. Et dans le 2 et le 3, le 1 c'est une surface, c'est un système montré, une prophétie. Et c'est trop con, une prophétie ne peut pas marcher avec le monde de Matrix. Non mais ça je suis d'accord. En fait, mais c'est vrai que pendant longtemps, moi je te dis, mes souvenirs, 2003, Grand Rex, je suis sorti de la salle dégoûté. Ouais. J'ai plus eu envie de parler de Matrix, ni de dire quoi que ce soit, ni même de la remater pendant je sais plus combien d'années. Ça t'a fait une Last Jedi, pour vrai que ça a fait pas mal de Non, parce que Last Jedi, c'est... Non, Last Jedi, c'est bien pire que... Enfin, c'est bien pire. c'est au-delà... Non mais, Last Jedi, c'est un renoncement à faire des films pour moi. Enfin, c'est toute la trilogie, tout ce... Sur la trilogie, tout ce projet de trilogie Star Wars, la dernière là, de partir quelque part sans rien scénariser à l'avance, sans savoir où on va, je trouve ça dramatique. Tout à fait. C'est extrêmement grave. Ah oui, ça fait que la trilogie tient pas. Non, là en fait, je ne peux que respecter leur vision d'auteur. Ils ont voulu faire ça, ils ont voulu raconter cette histoire, ils sont allés au bout du truc. Maintenant, j'ai grandi, tu vois. Alors moi, contrairement à toi, peut-être que du coup, j'étais clairement beaucoup moins fanboy des Matrix. Le premier vraiment m'a marqué. C'est clair, pour moi, c'est un film quasiment parfait, hein, Nadia. C'est ça. L'AREA, le découpage exceptionnel. Le rythme, c'est l'ambiance, la manière dont on t'abête dans la matrice. Mais ce qu'il n'y a plus du tout dans le 2 et 3. Le scénario, les dialogues, à quel point ça te fait réfléchir. Je veux dire, ce film m'a fait réfléchir à l'époque, mais ce film me fait 10 fois plus réfléchir maintenant qu'à l'époque. C'est un film qui n'a pas vieilli d'un iota. Techniquement, ça tient toujours autant la route. Ouais. C'est parfait. Le 2 et le 3, surtout le Reloaded, est extrêmement complexe. Ouais. Alors moi, je l'avoue, le 2, j'en suis sorti, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris. J'avais 16 ou 17 ans, je sais plus. 2003, j'avais 17 ans. Il est sorti en mai 2003, j'ai le poster dans ma chambre. Non, qui est dans la chambre de mon frère maintenant. Je peux te le montrer, Flavien. Ça s'appelle léguer les bonnes choses. J'ai demandé, malgré tout, parce qu'il y a un truc que je trouvais méga classe, c'est le poster de Matrix Reloaded. Avec les têtes coupées ? Non, juste le poster en fait, avec le code de la matrice. Ouais. La typo, je la trouvais mortelle. On avait le titre en vert, le premier c'était en bleu. Mortel. Et j'ai demandé le poster alors que le film, j'avais rien compris. Je sors, j'étais avec un pote, c'est Ronan, que tu connais bien. Oui. On est sorti de la salle, je te jure, on n'a rien compris. On en a parlé peut-être à la sortie du cinéma, on avait 17 ans, donc on était en seconde. Non, on était en première, pardon. On en a parlé pendant peut-être 1 heure, 2 heures, on en a reparlé les semaines suivantes, on n'a rien compris. Et ce qui était exceptionnel, et je pense qu'il faudra en parler maintenant, c'est les théories pendant 6 mois. Parce que pour ceux qui ne savent pas, hein, pour ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, Matrix 2 est sorti en mai 2003 et Matrix 3 est sorti en novembre 2003. Il s'est passé 6 mois. 6 mois d'enfer d'attente. Donc je sors du film, je comprends rien, j'en parlais à un pote qui a mon âge, on comprend rien tous les deux, on essaie de faire sens, et puis on va sur des forums, notamment le forum Mad Movies. C'était le repère de toutes les théories, de tous les gros geeks. Et donc moi j'avais posté mon avis qu'on a retrouvé, où j'avoue, j'ai rien compris, j'ai dit pourquoi ils font des phrases aussi complexes, j'ai rien pigé, mais 4 sur 6. Et j'avais mis 4 sur 6. Quand je me relis, ça me fait marrer, tu vois, c'est vraiment... Parce que t'as tellement de gens maintenant, tu sais, qui disent « Ouais, bon, j'ai rien compris et tout, mais c'est génial, chef-d'œuvre. » Ouais, c'est ça. Ah, toi, t'étais mesuré. Et quand on est gamin, comme on est con, faut le dire. Mais bon, et je lis les théories des gens, et il y a des mecs, tu vois, justement, le court passage à la fin du 2, où t'as Neo qui arrête une machine. Ouais, ça, c'était fini. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont émis des théories, et moi ça me faisait rêver, parce que c'est un truc qui m'a échappé, parce que je l'ai vu qu'une fois le film. Ouais, il y a tellement de choses dedans que... C'est un truc qui m'a complètement échappé, je me dis, oui mais c'est vrai que Neo il arrête une machine, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le vrai monde c'est une matrice, et donc la matrice c'est une matrice dans la matrice? 10 000 théories, tu vois. Bien sûr. On finit, alors ça c'est un truc qu'on avait tous gaulé, c'est que ça finit, le film, hein, si je dis pas de conneries, ça finit sur un plan zénital de Neo et l'autre mec là, qui est en fait l'agent Smith. Tout à fait. Et ça c'était une théorie. Ouais. C'était une théorie. Bon, on a tous grillé que c'était l'agent Smith, mais je lis plein de trucs et je me dis, ah oh, putain, mortel, incroyable, etc. Et Revolution, il ne répond pas à des questions en fait. Et Revolution sort, tout l'aspect philosophique que j'avais enfin plus ou moins compris grâce au forum. Ouais. N'est plus dans le 3. Ah, je trouve qu'il y est. Et bien beaucoup moins. En fait, c'est beaucoup moins. Il t'y répond d'une manière. Non, mais comme t'as dit. Dérivé. Non, mais comme t'as dit ou t'as raison, c'est un seul film. On dit 2 et 3, en fait, c'est un seul film. Ouais. Donc, c'est pas sur 48 heures pour ceux qui savent pas. Tout le blabla, avec Lambert Wilson, le mérovingien, tous ces trucs-là, on a déjà tellement d'expositions dans le 2. Dans le 3, t'as plus besoin finalement. Mais moi, j'attendais des choses. Bien sûr. J'attendais des réponses à cette putain de machine qui l'arrête. Ouais, et puis c'est un problème de format. Ouais. C'est-à-dire que
énorme défi de faire un gros film de 5 heures. Sauf que ça n'existe pas en termes d'industrie, du coup tu dois le couper en 2. Et même on parlait des choix qu'allait faire Neo. Ouais. Quel choix il va faire. Et je m'attendais à un truc en fait que personne n'avait dit, tu vois. Alors il y a peut-être des gens qui avaient théorisé qu'il allait s'annuler avec Smith, j'en sais plus. Il y a peut-être des gens qui avaient cette théorie. Ouais, bien sûr. En général, c'est les gens qui étaient le plus calés au niveau... en fait, c'est les gens plus calés en philo qu'en écriture scénaristique qui ont réussi à griller que la fin logique de Neo, c'était de s'annuler. Il y a certaines... Non mais en plus, ça m'a fait marrer parce que du coup, Flavien m'a refilé les archives du forum. Et entre-temps, j'ai rencontré des gens, j'ai même passé une semaine à Géramer avec certaines de ces personnes. Tu vois, DJ Nico. Ah bah oui, c'est vrai, il écrivait à l'époque. Nico, qui est un mec adorable, très bon cuisinier. Le revoir écrire des trucs à l'époque, je l'imagine tellement parce que c'est quelqu'un de très organisé. Oui. C'est-à-dire que Nico, quand t'es avec lui une semaine, dans le chalet, déjà, c'est lui qui fait la cuisine, toi t'y touches pas. Il fait la cuisine, il fait la vaisselle, il fait tout le mec. Et quand on fait un jeu de société, attention, faut pas déconner, si tu commences à rigoler, c'est fini, il joue plus. Et j'imagine tellement Nico se poser, parce qu'il écrit des putains de pavés sur le topic. Je l'imagine tellement se poser, alors je vous explique les mecs, pour ceux qui ont rien compris à Matrix, il a écrit des trucs comme ça, j'étais mort de rire. Mais voilà, quand tu vois Revolutions en novembre 2003 comme moi, et qu'à la fin ça finit sur ça, sur l'annulation de Neo, je m'attendais à un truc qui avait pas été théorisé du tout. Tu vois, un truc inédit, un twist, qui me fasse rêver, parce que j'étais un ado à l'époque. Et c'est pareil, tu vois, je pourrais parler de Kill Bill qui est sorti au même moment. Et le 2, t'as fait la même chose ? Non, Kill Bill volume 1, je l'ai pas aimé à l'époque. Ouais. Le 2, je l'ai aimé, bizarrement. Mais le 1, j'ai mis beaucoup de temps à l'aimer. Pareil. Je l'ai vu au cinéma. Même rapport à ces films. J'ai vu ces deux films, j'ai vu Matrix 3 et Kill Bill à quelques semaines d'intervalle. C'est ça. Et ces deux, j'étais trop jeune pour vraiment les apprécier à 100%, tu vois. Avec le temps, maintenant, je me rends compte que Matrix 2 et 3 sont extrêmement intéressants, très profonds philosophiquement. Que cinématographiquement qui sont un tout petit peu moins bons que le 1, tu vois. Non, même pas. Non, le mec Ah non, mais cinématographiquement dans le sens de la structure. Ah oui, ah non. Ils ont un rythme qui est étrange, beaucoup de chants contre chants. Ah, ça, je suis totalement. Tu vois, il y a une mollesse que moi je n'arrivais pas à voir parce que chaque mot me scotchait. Maintenant, je le vois quand même. C'est des trucs de 2h20, extrêmement austères. Le 1, en 2h10, c'est... Non mais c'est ça, c'est hyper rythmé. Non mais ça, il y a un énorme problème de rythme. Bon, t'as un drame, c'est que t'as l'actrice qui a interprété l'oracle dans le 1, et même dans le 2, c'est ça qui est terrible. Tu sais, dans mes souvenirs, en fait, quand je les ai rematés, je me suis dit, attends, l'oracle, elle avait changé de Reloaded, mais en fait non. Non, elle est morte au milieu du tournage. Donc c'est terrible, parce que du coup, ils improvisent un dialogue dans Revolutions, oui, bah j'ai changé, machin... Qu'ils expliquent dans le jeu vidéo, ouais. Enter the Matrix. Il faut avoir fait le jeu pour avoir la scène qui t'explique pourquoi l'actrice change de gueule. Il y a des défauts si tu veux sur la forme, on est d'accord sur le rythme, mais putain en termes de réa c'est quand même une claque absolue sur toutes les scènes de fight. C'est l'inédit. La mythologie est prolongée à son paroxysme, telle qu'on l'a rarement vu dans une trilogie, parce que le premier en fait est plus symbolique qu'autre chose. Bien sûr, c'est un parcours du héros comme ça t'explique, ça te pose les bases de la Matrix, t'as quand même des dialogues, t'as des situations, mais t'as pas le torrent de philosophie, et t'as pas toute l'installation de la présentation de la résistance de Zion, tout ça en fait on te le fait bouffer dans le 2 et le 3. Faut vraiment être fan, faut être passionné, faut vraiment être intéressé par le propos et vraiment par ces personnages. Tout à fait, si t'es pas intéressé, c'est une torture. Si t'en as rien à foutre de Morpheus, la famille du Black, tous ces trucs-là, tu risques d'avoir des problèmes. Mais tu vois, le 1 était une main tendue au spectateur, c'est venez, on va vous raconter ce que c'est Matrix, et tu rentres dans le truc. Le 2 et 3, c'est leur propre forme. Ça ne ressemble pas à un blockbuster, ça ressemble à du Matrix. Je sais, ils créent leur propre forme, je trouve, dans le 2 et le 3. Du coup, c'est des films extrêmement autistes qui peuvent repousser. Ouais, et il y a un truc de fond, tu vois, c'est le renoncement, le sacrifice. Quand t'es jeune, quand t'as 17-18 ans... Tu peux pas. Moi, je vais vous dire, quand j'avais 17-18 ans, je préférais Superman à Batman. Ouais. Parce qu'il me faisait rêver. Parce que Superman, c'est le personnage qui a pas de défaut. C'est un idéal. Ouais. Avec le temps, Superman m'emmerde prodigieusement. Vous voyez une figurine de Superman ici ? Non, parce que ça m'emmerde. Batman, et je pense qu'on est nombreux en fait. En vieillissant, c'est comme ça. Batman est vachement plus intéressant parce que torturé. Parce que Batman, finalement, c'est presque un méchant. Moi, j'aime bien les adaptations de comics où Batman pète un plomb. Ouais. Parce que tu te dis, en fait, ça tient qu'à un fil. C'est comme Harvey Dent, c'est comme Double Face. Tu peux très bien basculer de la justice à l'inverse de la justice en un claquement de doigts, et c'est ce que présente The Killing Joke. Ouais. Et ce concept, je trouve intéressant. Et finalement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on développait ensemble, c'est qu'on peut expliquer... où on est arrivé certaines personnes. Il y a certainement des gens que vous connaissez dans la vraie vie, vous vous dites putain quel enculé. Mais moi je me le dis. Il y a plein de gens que je considère comme des sombres cons. Et je pense à toi là. Mais j'ai pas de haine parce que en fait avec mon raisonnement, je me dis en fait je l'aime pas. Il me revient pas. Mais si j'étais à sa place, si j'avais sa vie, je serais comme lui en fait. Ouais. Ça serait moi. Et moi je serais lui à sa place et du coup il me détesterait et en fait tout s'explique. Ouais. Et
Et c'est ça que j'aime dans Batman, ce traitement, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de nuances. Il n'y a pas de « Ah, là c'est le gentil, il est impeccable, c'est Clark Kent, sans défaut, il est invincible. » Mais t'as tout dit. Son seul truc, c'est la kryptonite. T'as un truc qui est très parlant, c'est que le premier Matrix, il est ultra binaire. C'est manichéen. En bien, hein, tu vois, mais c'est que t'as les humains et t'as les machines. Et c'est une guerre. Et ça finit sur du Rage Against the Machine. Matrix Reloaded et Révolution. Et le choix d'ailleurs est parfait. Parfait. Genre, ça te met en transe. Est-ce que Zach de la Rocca s'était dit quelques années avant, Rage Against the Machine, ça va être utilisé pour parler d'un film sur les machines. Alors, Matrix, il était juste fan de Terminator, il aimait les scènes du futur. Et en plus, c'est génial parce que c'est à la fois les machines, mais aussi le système, la grosse machine. Bien sûr, c'est parfait. Big Brother, The Man, le système, la totale. La métaphore parfaite. Et le titre de la chanson, Wake Up, c'est parfait. Le choix, il y a rarement eu des choix. Il y a un mec que j'aime beaucoup, c'est Cameron Crowe. Ouais. Tu sais, en même temps, c'est mélomane de première. T'as écouté le commentaire de Vanilla Sky? Oui, bien sûr. Ce que j'adore, c'est que le mec. Chaque choix musical est ultra précis. C'est ça, c'est que chaque choix. En fait, c'est parfois juste le titre de la chanson et les paroles. Parfois, t'as même pas les paroles, mais ça sert les images. Ouais, bien tu vois, c'est que tout est pensé. Et moi, en fait, c'est quand Kojima fait beaucoup ça aussi. Ses chansons choisies à chaque fois collent parfaitement à ce qu'il essaie de crois-le ou non, moi, c'est depuis que j'ai écouté ce commentaire de Cameron Crowe, et c'est avant de commencer Padawan, que c'est pour ça qu'en fait, quand je fais des rétrospectives, les choix musicaux sont liés aux images. Et ça, je peux pas le faire autrement. C'est comme moi, je l'ai intégré ça. Pareil. On fait la même chose. Et les Wachowski ont ce truc, tu vois, en 99, c'est parfait. Il y a rarement eu des trucs aussi parfaits. Ouais, non, c'est clair. Et oh là là, mais il y a tellement de choses à dire. Surtout que donc on disait que Matrix 1 était binaire, tu vois. Ouais. Matrix 2 et 3, ça finit sur des chants sanskrit, tu vois. Donc on n'est plus du tout sur Rage Against the Machine. Et surtout, on est sorti de la binarité humain-machine. On a les humains, les machines, et ce qui les lie en haut. Et en fait, ça fait un triangle, donc une trinité. Et, voilà. Et tu vois, c'est ça, je voulais dire aussi un autre truc par rapport aux super-héros et compagnie. En vieillissant, le sacrifice, le renoncement, quand tu commences à avoir certaines responsabilités, tu comprends ce que c'est. Tu peux pas rares sont les jeunes qui peuvent vraiment appréhender ça. T'as pas envie de voir ça quand t'es jeune. Donc du coup, avec le temps, je trouve que Reloaded et Revolution se bonifient. C'est que finalement, on accepte, je l'accepte mieux. J'accepte qu'ils doivent sacrifier, de toute façon maintenant je le sais. C'est une lente déchéance, c'est un renoncement, et il faut passer outre, il faut passer à travers. Après, il reste ce que sont le 2 et le 3, et je dois refaire un cut, parce que je vais comme dire certaines choses. Il y a des choses à dire, moi aussi j'ai plein de trucs à dire cinématographiques. C'est parti. Donc des critiques quand même sur le 2 et le 3. Allez, on va y aller. On va aller dans les critiques, il faut être objectif. Voilà, c'est quand même que je me fous d'énormément de personnages dans ces deux films. Ouais. Mais alors, en termes d'action, toute la bataille sur Zion dans le 3, dans Revolutions, j'en ai rien à foutre. Parce que t'es déconnecté de absolument tous les persos qu'il y a là-dedans. Et ça ne m'intéresse pas, en fait, même ce que ça propose visuellement, c'est pas ça que j'ai envie de voir à ce moment-là, c'est pas... Je veux pas que le film parle de ça. Ouais. J'ai pas envie de le voir, ça ne m'intéresse pas. Je veux bien qu'on présente ça, 5 minutes. Ouais, sauf que la bataille, elle dure 40 minutes. C'est chaud. C'est chaud, c'est extrêmement long. La famille du Black, là, le mec avec les dreads, rien à branler. Il y a beaucoup de développement, de petits développements de personnages dont je me fous complètement. Ils ont tenté le récit épique, ouais. De vraiment montrer ce que ça donne chez un habitant de Zion, chez un militaire, chez un autre capitaine de vaisseau, faire des histoires d'amour à Morpheus, faire des triangles amoureux. Enfin, effectivement, ils ont tenté le récil épique. C'est trop. C'est trop. Dans le sens de l'émotion, je suis d'accord avec toi. Et moi, en fait, en termes thématiques, ils ont tous leur place. Ah oui, je suis d'accord. Ils ont, tu vois, un truc tout con, c'est que les noms sont choisis pas pour rien. Ça, c'est très intéressant dans les Matrix, parce que les noms des vaisseaux, les noms des personnages sont souvent soit des jeux de mots, soit des détournements de quelle sera la fonction dans le récit. Mais sur l'émotion, je te l'accorde totalement. Moi, je suis sur Trinity, Neo, Morpheus. Le reste, j'ai beaucoup plus de mal à être vraiment impliqué émotionnellement. Il y a des personnages que j'aime bien, comme le mérovingien, que je trouve sous-exploité, par exemple. C'est un personnage fonction. J'aimerais en voir plus. Je trouve que Monica Bellucci, elle aussi, est complètement sous-exploitée. Mais après, leur scène, elle déboîte. Il y a une scène qui est géniale. C'est quand elle veut un vrai baiser de Neo. Bien sûr, ça veut tout dire. T'as plein de petites scènes que tu prends séparément qui sont géniales. Après, tu l'as dit, il y a un gros problème de rythme. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que le fond du film, ce que ça raconte, c'est essentiel, c'est important. Bien sûr. Mais à voir tel que c'est agencé, mon Dieu que ça m'emmerde. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur le problème de format. Peut-être qu'ils étaient à 10 ans de l'âge d'or des séries, et peut-être que les suites de Matrix, aujourd'hui, ce serait un épique étalé, tu vois, sur 7-8 épisodes, qui te permettrait de t'attacher à d'autres personnages, de bien développer cette mythologie et tout. Là, le gros défi, c'était d'en faire un film de 5 heures. Ouais. Et ça, c'est une anomalie. C'est vrai, mais peut-être que ça aurait mieux fonctionné en série.
Peut-être. Mais il n'y aurait pas eu le budget. Ouais. Et c'est ce budget qui permet cette transcendance aussi. C'est du jamais vu Matrix 2 et 3. Ouais, je sais pas si peut-être que ça aurait gagné à être encore plus élaboré, mais vu que moi ça m'emmerde déjà sur 2 films, peut-être que ça m'a encore plus emmerdé sur une série. Non, là pour moi le problème c'est que les idées, la mythologie, tout ça je le comprends, mais ça manque, en termes de divertissement et même de ce que ça raconte, ça m'emmerde un peu. C'est ça qui est, enfin. Les étapes sont beaucoup moins organiques. Je veux dire. C'est pas ce que ça raconte en termes de fond. Non, c'est ça, c'est les étapes, c'est la structure scénaristique. Voilà, c'est vraiment. Les étapes sont pas excitantes. C'est-à-dire que Reloaded, il met 1 heure avant de commencer. Moi, je l'adore la première heure, mais c'est une heure austère qui te déstabilise, qui te met in media res, c'est-à-dire que directement t'es dans l'intrigue, il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de mise en place, c'est que des gens qui parlent de concepts philosophiques ou d'un plot à compte à rebours, parce que c'est une ticking bomb sur le 2 et le 3, où tu comprends pas complètement tous les enjeux, et ça met 1 heure à démarrer. Matrix 3 c'est pareil, il met 1 heure à démarrer. Puis les jumeaux, tu vois, les jumeaux fantômes là. Ah ça c'est notre faute, c'est le marketing. Je m'en fous complètement. Ouais mais ils ont la classe, leur scène, et je pourrais faire sauter la scène en bagnole. Elle est magnifique. Mais elle est géniale. Je peux la faire sauter. Oui mais alors là on arrive à un autre débat, et là c'est... Toi t'as grandi, et moi je pense que j'ai pas grandi à ce niveau-là, je suis toujours un enfant. Si je regarde Matrix, c'est aussi parce que putain ils font du kung-fu, tu vois, ou qu'ils font des poursuites de bagnole qui durent beaucoup trop longtemps. Alors ça vraiment, c'est terrible parce que d'un côté je trouve ça méga classe et c'est putain de bien réalisé, mais ça m'emmerde. Tu ne ressens pas ce que ça raconte via des scènes d'action. Et je crois qu'en fait j'ai jamais réellement tellement apprécié ça. Ouais. Ça a jamais été mon ultra kiff, les scènes de baston. Si, dans Dragon Ball, tu vois. Mais c'est des épisodes entiers. Là, au sein de ce que ça raconte, je trouve que le fond est tellement plus important. En fait, je vais te dire, je l'avais évoqué tout à l'heure, mais je pourrais totalement avoir un film d'1h30 avec 2 mecs qui parlent en huis clos, qui parlent du principe de la simulation. Ouais, bien sûr. Juste ça. La littérature de science-fiction, quoi. Non, mais vraiment, ça pourrait m'aller, en fait, ça pourrait m'intriguer 10 fois plus. Ça pourrait être intéressant, mais ouais, mais moi j'ai besoin... Enfin, tu vois, si j'aime autant Matrix, c'est aussi parce que... Tiens, mais d'ailleurs, dans Matrix, quand ils deviennent sérieux et que c'est important, ils retirent leurs lunettes. Voilà, à chaque fois qu'ils retirent les lunettes, c'est qu'on arrive à un sujet sérieux. Moi, Matrix, c'est le mélange qui fait que j'en suis amoureux. Parce que sinon, moi j'adore par exemple Philippe Cadic en littérature, et Philippe Cadic parle beaucoup du principe de simulation, de gnosticisme, de est-ce que notre monde est réel, qui on est en tant qu'individu par rapport à une masse collective, qui parle de l'inconscient collectif, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est assez décliné. Si j'aime Matrix pour sa spécificité, c'est le mélange de... T'as des gens qui discutent de philosophie pendant un quart d'heure, et après, quand ils ont un problème ou un obstacle, ils font du putain de kung-fu pour régler le truc, et c'est vraiment les acteurs que tu vois faire du kung-fu. Tu vois leur gueule, tu vois qu'ils ont appris les chorégraphies, du coup t'as même pas cette espèce de distance fictionnelle, tu vois, Enfin, c'est un espèce de mélange de plein de choses, et tu vois, tu revenais à la bataille du 3, je te comprends à 100%, et maintenant j'ai grandi, je comprends qu'on puisse se faire chier. Comme c'est pas permis, par contre moi qui aime les mechas, qui aime bien l'esthétique du truc et tout, et qui aime l'action pure, c'est-à-dire que moi je peux m'en contenter de l'action pure, mais le climax à Zion, mais je pète un câble. Quand les sentinelles débarquent par milliers et qu'elles se mettent à former une main, l'espèce de main de Dieu qui engouffre les choses, c'est des images de rêve. Et j'avoue tout, je déteste le design des sentinelles et je déteste le design des mechas. Tu vois, les APU. Je les trouve bidons. Ils les ont fabriqués, t'imagines? Mais peut-être, non mais... C'est ce qui se rapproche le plus de ce que serait un mecha si ça existait dans la life. Après, on a une différence fondamentale là-dessus sur notre appréciation dans certains films. Toi, ouais, t'aimes bien les scènes de kung-fu, puis tu apprécies certains nanars où t'as de l'action qui est parfois bien faite. Ouais. Moi j'ai besoin qu'on me raconte quelque chose comme ça. Je comprends très très bien. Mais après, moi, c'est ce que je te dis, pour moi, ça raconte des choses, l'action. Plus je vieillis, moins je m'arrange là-dessus. Je comprends très bien. C'est un constat. Après, voilà, je trouve quand même que ça reste des films extrêmement forts, le 2 et le 3. Ouais. Là, vraiment, je me suis refait toute la trilogie back-to-back. Et ça change par rapport à ce qui sort aujourd'hui, en plus. Non, mais ça, il n'y a même pas besoin de le dire. Enfin, quand tu regardes l'état du cinéma ces 10-15 dernières années, c'est l'hécatombe. On a quelques exceptions, mais globalement, c'est catastrophique. Non, là, c'est une trilogie exceptionnelle. C'est une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma. Je pense, ouais. C'est peut-être même celle qui est la plus... très atypique. C'est peut-être la plus cohérente, en fait, sur l'ensemble. C'est peut-être celle qui se tient le mieux. Parce que si tu prends une des autres très grandes trilogies du cinéma, il y en a plusieurs, tu vois. Bien sûr. On peut citer évidemment une autre trilogie, 2 autres trilogies où tu as un seul auteur, un seul réalisateur. Tu as Sam Raimi avec les Spider-Man et tu as Peter Jackson avec le Seigneur des Anneaux. Et si tu prends la plus grande trilogie de tous les temps, je pense que si on demande à tout le monde, c'est Star Wars. Alors qu'elle est improvisée. Elle est improvisée et tu as des réalisateurs différents à chaque fois. Bien sûr, ouais. Tu vois, les Star Wars pour moi sont moins cohérents. Ça fait moins sens, c'est moins organique. Alors, le terme que c'est moins organique. Et puis le projet transcendant, il est inconscient dans Star Wars. C'est-à-dire que vu que c'est improvisé, fait par différentes personnes et tout, ce que ça raconte sur la trilogie, c'est inconscient.
C'est-à-dire que ça raconte un truc, mais ce n'était pas maîtrisé, c'est que malgré soi, ils sont retombés sur des étapes d'histoire, des symboliques, des choses comme ça qui viennent naturellement. Matrix, c'est complètement maniaque. C'est le moindre ligne de code, le moindre bout de costume, la moindre explosion, la forme qu'a l'explosion, le moindre détail est un réseau de symboliques, d'interférences et de choses. Tout ça se lie. On ne peut aimer ou pas, parce qu'effectivement il y a des défauts, mais c'est un projet artistique total. Et c'est ça, et en plus, c'est des films qui ont été faits de manière très rapprochée. Le 1 et le 2 et le 3 ont été tournés de manière très rapprochée, et surtout le 2 et le 3, c'est back-to-back. C'est le même film. Ça, c'est intéressant parce Comme que Retour vers le futur 2 et 3. c'est vrai. Si tu prends les Star Wars, c'est tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Tu as le casque qui vieillit, t'as quelque chose qui se perd au fur et à T'as le mesure. retour du public, tu sais. Ouais. Tu peux c'est réaligner selon ce que disent les gens. C'est Matrix ça. 2 et 3, les Wachowskis ont refusé de faire la moindre interview. Les scripts étaient évidemment top secret. Et surtout, c'est des scripts, s'ils n'avaient pas eu carte blanche, vous êtes sûr, et s'ils n'avaient pas eu Joel Silver derrière, et le succès de Matrix 1, etc., on n'aurait jamais eu ces suites. Elles auraient été massacrées. Non, mais c'est vrai que t'es un très bon exemple, tu me fais repenser au Retour vers le futur Zemeckis, effectivement. C'est vrai que là, c'est aussi un exemple d'un seul mec qui a fait la trilogie. Tout à fait. Ouais. Et là, ouais, on peut vraiment comparer à Matrix, c'est 2 et 3 back-to-back, effectivement. Ouais. Alors que le 3 est parfois moins aimé dans Retour vers le futur, parce qu'il est beaucoup plus posé. Et qu'il conclut humainement la trilogie, là où le 2 est un film d'action qui n'arrête pas de se... Moi, ça a toujours été pour une seule raison, c'est que j'en ai rien à foutre du Far West. Enfin, esthétiquement non, j'en ai pas... Enfin, si c'est un pur western à Sergio Leone, je suis à fond dedans. Ouais. Mais là, quand tu passes du futur au western... C'était moins excité, quoi. C'est moins intéressant. Enfin, puis moi, le 2, ça y a m'a pas que toujours... le futur, le 2, il revient dans le 1, Ouais. t'as plein d'idées absolument excitantes. C'est Le 3, ça. il a pas d'idées excitantes, il est humain. Voilà, c'est ça. Le 3 m'intéresse moins, puis voilà, donc, on va pas faire une review de Retour à le futur, mais... Rétrospective. Le 3 m'a toujours beaucoup moins intéressé depuis que je suis gosse, et ça n'a jamais changé. Même si c'est un très bon film, hein, il est toujours... Oui, il est top. Super sympa. Mais ouais, non, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment un côté organique à cette trilogie qui est inédite. Qui parle de numérique. Qui Un parle côté organique pour te mais parler attends, d'être ça, je me numérique. suis même pas posé la question. Ouais. Et le premier, c'est pas tourné en numérique. Les 3 sont tournés en HD. Ah, même pas le 2. En HD, pardon. Les 3 sont tournés en pellicule. Mais c'est juste que ça parle de l'univers numérique. Le tu 2 et vois. le 3 sont pas tournés en numérique. Non. Est-ce que c'était l'avènement? Je me rappelle que le premier, c'était Vidoc. Le premier film, Je c'était... crois que c'était Vidoc. Hein. Alors, le premier film tourné, c'est Vidoc. Le premier sorti, je crois que c'est l'attaque des clones. Ah ouais, c'est possible. C'est possible. C'est vrai que George Lucas était aussi un des premiers là-dessus. Ouais, enfin en tout cas, ouais, non, mais trilogie exceptionnelle. Des défauts évidemment. Alors, surtout, moi j'avais un message à faire passer. Si vous n'aimez pas du tout Matrix 2 et 3, que c'est soit une posture de jeunesse, soit un truc où ça vous a traumatisé à l'époque en salle, où vous les aviez vus à une époque et ça vous avait cassé les couilles, et que vous aimez beaucoup le premier, pour nous, aujourd'hui, essayez un jour de leur redonner leur chance. Avec un esprit plus ouvert et en acceptant qu'il y a des défauts ou je sais pas quoi tout, mais essayez de voir ce projet narratif global et ce que ça vous raconte à cet instant de votre vie. Parce que ce qui est bien, c'est que ça raconte des choses différentes à chaque fois que tu le remates. Non mais c'est clair, et je pense vraiment que toute personne qui l'a détesté à l'époque, quel que soit son âge, et qui l'a pas revu entre temps, ou même si vous l'avez vu il y a 10 ans et que vous n'avez pas aimé, redonnez une chance maintenant. Rematez la trilogie intégralement. C'est clair que vraiment c'est intrinsèquement lié à notre vécu. Hein. Plus tu te poses de questions, plus tu évolues, plus tu te remets en question sur la nature de ton existence, qu'est-ce qu'il y a après la mort. En fait, toutes ces questions, toutes les grandes questions, tu vois, est-ce qu'il y a un dieu, est-ce qu'on est dans une simulation, tout ça finalement, Matrix apporte certaines réponses, développe des concepts super intéressants. Et te laisse avec assez d'éléments en main à la fin de la trilogie pour que toi-même tu réfléchisses à ces questions et que tu puisses y apporter tes réponses. Absolument. Je pense qu'on pourrait en fait en parler encore pendant 2 heures, mais je crois que la vidéo est déjà extrêmement longue les mecs. Mais là maintenant il faut qu'on parle du 4 et ça sera le sujet de la prochaine vidéo les gars. Revenez vite pour Matrix 4. On espère que le trailer sera pas sorti d'ici. Oui, on serre très très fort les fesses parce que là vu qu'on tourne aujourd'hui, on eût aimé qu'il soit accessible, mais malheureusement on n'a toujours pas le trailer, on sait des choses, on va vous en parler. On va vous présenter nos doutes, nos attentes. C'est le sujet de la prochaine vidéo. Très bonne soirée à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis, merci Flavien, un énorme plaisir. Merci à toi, c'était un plaisir. Donc là, t'arrêtes d'être sérieux, là, c'est fini. C'est fini, maintenant on rigole. On refait les cons, on est des ouf. À très bientôt, ciao.